Mr. Powers, ma mission est de vous acclimater aux années 90. Des tas de choses ont changé en 30 ans. Le contraire serait étonnant, mais du moment qu'on peut baiser avec des centaines de partenaires anonymes et sans prendre de précautions, et pourvu qu'on ne nous empêche pas d'expérimenter des substances psychédéliques sans craindre d'éventuelles conséquences, il n'y a pas de souci, je suis partant. Hello there. Take the red pill. Nom de Zeus! Wingardium Leviosa. Get away from her, you bitch! What? Too close? Hasta la vista, baby. Salut mes petits agents secrets velus et bienvenue dans La Saga, le podcast qui analyse toutes les sagas du cinéma, un film à la fois. Je suis Sofiane Danger, Aïd Kassi. Et avec mes invités cette semaine, on va démarrer une nouvelle saga très chagalicious avec Austin Powers, le film de 1997 de Jay Roach, avec Mike Myers et Mike Myers. Pour m'accompagner dans ce premier film de la trilogie, vous le connaissez pour ses vidéos YouTube sous le nom de Mr. Fox, où il se spécialise en doublage, entre autres. Bienvenue Hugo. Merci beaucoup. Quelle est ta saga préférée ? Et attention, t'as pas le droit de dire Star Wars, c'est la seule que t'as pas le droit de dire. Ma saga préférée ever ? Oui. Ma saga préférée ever, 21 et 22 Jump Street, je pense. Ah, c'est pas une saga. Il y a 2 épisodes, c'est une saga Non, officiellement. il y en a, c'est à partir de 3. C'est à partir de 3. Eh oui. Oh là là. C'est la règle. Donc, est-ce que vous seriez pas un peu casse-pied, monsieur ? C'est la règle, c'est comme ça, je suis désolé, c'est la règle. Ah là là, je sais pas. Ça sera Retour vers le futur alors, mais c'est un peu facile. Ouais, non, mais ça va, ça marche, ça fonctionne. C'est ce que j'allais dire. Mais toi, t'as déjà répondu à la question. Oui, mais j'avais regretté ma réponse. Ah ok, bon bah je te ça la m'avait reposerai. hanté depuis des mois. Je te la reposerai alors. C'est quoi pour toi Austin Powers, Hugo ? Austin Powers, c'est une saga que j'ai découvert quand elle était passée sur France 2 à l'époque. C'est la grande époque où on regardait des films à la télévision. Je sais que c'est un outil que les plus jeunes d'entre nous ne connaissent plus trop aujourd'hui. Mais du coup, j'avais découvert le 1 et ça m'avait beaucoup plu. J'ai découvert le 3 avant de voir le 2. Et ouais, les 3 films me plaisent beaucoup avec une préférence pour le 1. Ah, t'as vu le 3 avant de voir le 2. Mais en même temps, c'est une saga où c'est un peu comme les James Bond, où tu peux regarder n'importe lequel comme ça. Du moment que tu vois le premier d'abord. Tout à fait. J'ai juste pas compris d'où sortait ce mini-clone appelé Mini-moi. Ah oui, c'est vrai. On aura l'occasion... Enfin non, si on s'occupe que du 1 aujourd'hui, on s'occupe que du 1 là, ouais. Parler. Non, on parlera pas de Mini-moi, on parlera pas de Gras Double, on parlera pas de Gold Member non plus. On parlera pas de Michael Caine. Est-ce vraiment un mal ? C'est, j'imagine, le sujet du jour. Ce sera le sujet, ouais. Et enfin, elle était déjà venue pour parler d'un des Ghostbusters et vous pouvez la retrouver chaque semaine sur scène à la Comédie des Trois Bornes à Paris pour son spectacle Shut Up Mom. Coucou Lisa. Hello. C'est quoi ta saga préférée ? Attends, c'est pas mon spectacle, c'est le spectacle de ma troupe qui s'appelle Impro 2000. Oui, excuse-moi. Voilà, je précise, donc c'est Impro 2000 et on joue Shut Up Mom. C'est ton spectacle, tu peux le dire, c'est ton show. Il n'y a pas de leader. Du coup, non, j'avais répondu la vérité si je mens et je continue quand même à... T'avais dit la vérité si je mens. J'avais dit la vérité si je mens. C'est pas banal, ça. Et c'est vrai que, tu sais quoi, je vais garder... Non, mais sinon, il y a quand même... En fait, en rentrant chez moi, quand je pense que j'ai pas dit Retour vers le futur, mais tu sais quoi, c'est pas grave, je suis plus originale que ça, mais Retour vers le futur quand même. Bon, la vérité si je mens, c'est mieux. Bah, en tout cas... Si la vérité, c'est mieux. Et au moins, j'aime bien les sagas où les 3e films sont vraiment oubliés. C'est quoi Austin Powers pour toi ? C'est mon collège et mon lycée. Ouais. C'est commencer à citer les films et avoir les refs et citer des films en étant cool, genre dire Groovy Baby et que ça rentre dans ton langage courant. Et en fait, c'est un des premiers où en plus tu comprends les refs. Parce que des fois, avant, on était trop jeunes et on répétait juste parce qu'on savait que c'était un peu drôle. Surtout quand on a des grands frères. Et là, c'était... Ah non, je l'ai vu en même temps, j'ai les refs, je comprends que ça parodie James Bond parce qu'on était très fans de James Bond dans la famille. Et donc, ça définit pas mal l'humour. Ouais, c'est cool quand tu connais James Bond en plus. Ouais, attends. Mais c'est vrai que ça fonctionne aussi, même quand tu connais pas forcément, j'ai l'impression. Je l'ai regardé avec quelqu'un qui découvrait. Et
Elle connaît pas forcément James Bond et pourtant elle a adoré le film. Elle s'attendait pas à ce qu'elle se marrait autant. Mais surtout qu'ils sont. Nous, génération, je vais assumer que vous êtes aussi comme moi, Pierce Brosnan et tout ça, où c'était aussi le revival de James Bond. Enfin, donc j'ai plus eu les refs après, parce que j'avais revu James Bond. Attends, bon, puisqu'on est dans le cliché et que j'ai cité La vérité si je mens, on continue. Le thème de la bar mitzvah de mon frère, c'était James Bond. Donc du coup, on avait eu... La Bond mitzvah. Non mais, c'était merveilleux. On avait fait une vidéo, je fais la James Bond girl, c'est hyper chelou quand il pense. Mais de toute façon... Et du coup, genre, on avait eu toutes les VHS et on avait regardé. Et c'est après, en fait, c'est entre le 1 et le 2, je pense que j'avais vraiment eu toutes les refs. Alors que c'est vrai, quand t'es pas là, ah oui, c'est tous mes... Enfin, à quel point, en fait, c'est référencé. Moi, je suis assez content de le faire. Ouais, parce que déjà, en plus, j'avais un podcast sur James Bond en 2016 qui s'appelait Bondsplaining. Ah ouais? Et ouais. Et j'ai fait tous les James Bond. Et à chaque fois, je me disais, ce serait bien de se pencher sur les parodies. Donc, les trucs comme Johnny English, dont je suis pas très fan, mais par contre, Austin Powers, là, je suis fan comme toi. J'ai découvert ça, moi, en VHS, sûrement en 2000 ou un truc comme ça. Ouais, mais t'étais allé chez Vidéo Future. Ouais, ou en... Allez, en 99-2000, j'ai dû découvrir ça en VHS et j'avais adoré. À peu près à la même époque où j'avais découvert Wayne's World aussi au passage. C'était vraiment les trucs, quand t'étais ado à cette époque-là, c'était Austin Powers et Wayne's World. Quoi. Ouais. Oui, pareil, je pense pas que je l'ai vu à la sortie, parce que j'ai vu trop le 2 petite. à la sortie. Ouais, voilà. Ouais. Je pense qu'on a eu le temps de rattraper. Pour moi, c'est plus 99-2000. Ouais. Et c'était les premiers DVD aussi. Ouh, là, toi, t'étais moderne. Hein. Non, mais ça a aussi marché à ce niveau-là, parce que c'était un peu à l'époque des premiers DVD, donc quand les gens commençaient à beaucoup acheter de DVD. Donc, ouais, pour moi, c'était les pyjamas parties, tu vois, en 5e B avec Margot, tu vois. Exactement. Ah, Margot. Ouais, Margot. Donc, Mike Myers, c'est un comédien canadien, né de 2 parents anglais, qui s'est fait connaître dans la troupe de Second City. Donc, pour les gens qui ne connaissent pas, c'est une des troupes d'impro les plus connues. En fait, c'est une école. C'est l'école d'impro qui a formé... À Chicago, à Toronto. Exactement. Et elle a formé tous les mecs de Ghostbusters. Tous les mecs de Ghostbusters. Et même après, les formateurs des formateurs. Enfin, de cette école-là, il y a plein d'autres écoles. Amy Poehler. Amy Poehler, Del Close, Tina Fey, Steve Fey. Carell... En général, si vous avez un acteur humoriste préféré, il sort de cette école-là. Ou de Ayo, qui est l'année... Enfin, Del Close. Des Groundlings aussi, qui étaient beaucoup connus à une époque. Bah, et si votre humoriste préféré est Gad Elmaleh, il a sans doute plagié quelqu'un qui vient de cette école. Très certainement, oui. Groundlings, en fait, c'est la côte ouest. C'est LA. Et du coup, c'est l'équivalent. Et le Groundlings, c'est très axé personnage. Donc, eux, ils partent vachement de character work et des choses comme ça. Truc qu'on fait pas forcément en France. Bah, alors en France, on fait pas du tout ces écoles-là, sauf Impro 2000 que vous retrouvez tous les samedis. Mais c'est vrai que nous, on a cette formation-là. En France, on fait peu ça. Et Second City, c'est d'autant plus fort, c'est qu'ils sont un mix entre impro et sketch. Donc souvent, c'est tiré d'une impro, ils font des sketchs. Et c'est comme ça que naissent beaucoup de personnages. Et ensuite, il s'est fait connaître donc pour le Saturday Night Live, dont on avait un peu parlé quand on avait fait les Ghostbusters. On est tous les deux plutôt fans de SNL, moi de longue date en tout cas. C'est joliment dit. Tu es une grosse psychopathe de SNL. Mais oui. Tiens, explique-moi, c'est quoi SNL? Non, j'y repense parce que je me souviens d'un truc sur Mike Myers et Second City. C'est genre un record. Il a été pris à 18... Genre littéralement, il passait le bac, enfin l'équivalent du bac, et il a été pris genre dans l'après-midi suivant. Alors qu'il faut penser que c'est un peu une école où... faut quand même auditionner. Enfin, il y a des premiers niveaux qui sont pris, mais pas tout le monde est pris comme ça aussi jeune. Donc, on est là-dessus. Et donc, expliquer Saturday Night Live, c'est une émission créée en 1975 par Lorne Michaels, également canadien d'ailleurs, tous les samedis soirs, en direct, et qui fait des sketchs, tout simplement, et qui sont très drôles, et qui sont devenus cultes en France parfois sans savoir que ça venait de là. Ça me fait toujours rire, et je pense qu'on en parlera. Et... C'est pas toujours drôle, je tiens à le dire. Non, c'est pas toujours drôle, mais en fait, et d'ailleurs, c'est une fois qu'on se rend compte, quand on regarde sur 1 heure d'épisode, souvent tu gardes un sketch. Un sketch, ouais. 2 parfois. Et 3, c'est un des meilleurs soirs que tu as vu. Mais voilà, et il y a aussi, c'est un show qui passe à minuit. Enfin, donc du coup, c'est pas censé être mainstream. Techniquement, c'est le dimanche.
Waouh. C'est pas Saturday Night Live, techniquement. C'est vrai, c'est Waouh. vrai. On nous ment depuis le Bah, les, début. les héritiers français du Saturday Night Live ont aussi beaucoup fonctionné comme ça. Le principal héritier, en tout cas revendiqué du Saturday Night Live, c'était la grosse émission sur Comédie. Oui. Et il y avait aussi la troupe des Robins des Bois. Et un peu de la même manière, il y a eu beaucoup de déchets dans ce qu'ont fait les Robins des Bois. Et on a retenu une compilation de 3-4 heures Bien sûr. de sketchs vraiment réussis sur Eux, des ils étaient là années, tous les soirs. 2 ans à 3-4 sketchs par soir, tous les soirs. Voilà, c'est normal qu'il y ait beaucoup de déchets, quoi. Et ce qui différencie un peu le SNL du reste, c'est qu'il y a souvent une star et un groupe vedette donc à chaque épisode qui viennent. Et D'ailleurs, il y a eu les nuls de base, c'était Oui, les une nuls, reprise de ça. c'était Les nuls, aussi l'émission, c'était ça. Il y avait un host, il y avait un live, enfin. il y Et avait même Chabal avait dit plus tard, oui, ils avaient. le Je crois même weekly qu'ils avaient update, dû avoir les 3. Enfin, il y avait une Mais histoire il comme ça. y a eu tellement d'essais de reprises du Saturday Night Live encore il y a quelques KDO. années maintenant. Ouais. Il y a eu le débarquement avec Jean Dujardin. Oula. qui a KDO, été c'était bien. un échec. Lequel KDO? Cadet Olivier, ils avaient fait samedi soir en direct et C'était franchement, sympa. C'était très bien fait. Il y Ouais. avait Qui veut gagner de l'argent en masse. Ouais. Il y avait Ça se dispute. Il y avait, Ouais, il y avait des bons sketchs Il y a eu dedans. des bons. J'ai demandé à la Lune, Valérie Le Mercier. Ouais, franchement, je pense que il y c'est avait la. une seule émission ou 2, je crois, ils ont fait. Je sais un peu plus, non? Ah, ils en ont pas fait beaucoup. Ils en ont fait 2-3, je crois, grand Ouais, max. alors que ça a marqué. Ouais. Et pourtant, il y a des sketchs qui ont vraiment marqué. Ouais. Et je crois que Gad Elmaleh aussi, en 2017-2018, avait essayé de le refaire Alors, ça, aussi. c'était très drôle. C'était le fameux samedi soir en direct qui était le jeudi. Ah oui, le jeudi, c'est vrai. Le jeudi à 20h, ouais. Ça n'a aucun sens. Donc, on pourrait être là toute la journée à citer tous les membres du SNL, mais on va citer surtout ceux de l'époque de Mike Myers. Il y avait donc Dana Carvey, qui était son acolyte, qui lui était Garth dans Wayne's World. Il est surtout connu pour ça, hein, puisqu'il a fait un très mauvais film, The Master of Disguise, qui est un nanar pas possible, que je conseille à tout le monde. Il y avait qui d'autre? Il y avait Adam Sandler à l'époque. Ouais, lui, attends. Il y avait Chris Farley, c'était toute cette époque-là. David Spade. À l'époque des bad guys de SNL, c'était des petits jeunes qui venaient, qui foutaient un peu la merde et qui rigolaient pendant les sketchs. C'est pour ça que Mike Myers, au final, il a plutôt une carrière type de SNL pour quelqu'un qui a autant performé après et même pendant. C'était déjà rare à l'époque. Enfin, faut penser comme un Will Ferrell ou Kristen Wiig après Bridesmaid, des choses comme ça. Les gens qui ont eu un succès fou au cinéma et qui sont quand même restés après jusqu'à presque la fin de son contrat. Il restait 6 ans au SNL, dont 3 ans après la sortie de Wayne's World. Ah, il restait 6 ans en tout? Ouais, il est resté de 89 à 95. J'ai vérifié parce que j'ai eu un... Et en bon terme avec Lorne, enfin... Il est arrivé au moment où il y a eu ce rebond, parce que les années 80, pour le Saturday Night Live, c'était les pires années possibles. Ouais. Et il y a eu ce rebond avec ce nouveau cast, et lui, c'était Exactement. justement une des stars de cette époque-là. Et j'avais vu, en faisant des petites recherches, qu'il avait failli partir en 92, donc après Wayne's World, et qu'il est revenu au bout de de quelques épisodes. Et je me dis, c'est en bonne intelligence aussi de Lorne Michaels de pas être en mode t'as voulu partir, tu pars. Enfin, c'était genre, non, tu vois que finalement revient, c'était pas prêt. Enfin, et il a fini beaucoup plus qu'on pourrait penser, quoi. Et donc, c'est devenu une des stars du show, et il y a créé surtout le personnage de Wayne et sa fausse émission Wayne's World, qui donnera lieu à 2 films. Est-ce que vous aimez Wayne's World? Ouais, mais je l'ai découvert beaucoup plus tard, en vrai. Ouais. J'avoue que c'est pas trop mon délire, Wayne's World. Autant j'ai toujours accroché à Austin Powers, autant Wayne's World a jamais vraiment accroché à moi, j'allais dire. Il y a un petit côté stoner movie, Wayne's World, je Oui, trouve. c'est ça. C'est clairement un film apprécié des stoners. Ouais. Et c'est peut-être aussi pour ça que je suis un petit peu déconnecté de ces univers-là. Eh bien, moi, j'adore. Ça veut tout dire, on a bien compris. Non, c'est vrai que... Mais c'était bien avant que j'ai l'âge de fumer ou quoi que ce soit. J'étais déjà un gros fan ado. Et je pense que c'est parce que le doublage de Wayne's World, la traduction et l'adaptation a été faite par Farrugia et les Nuls.
Tout à fait. Ouais, et donc on le ressentait dans l'humour, dans la manière dont ils ont traduit ce truc très très américain. Ils ont réussi à le traduire un peu à la française avec toi, je te verrais bien en Fiat Uno et ce genre de blagues. Et je pense que c'est pour ça que Wayne's World m'a plu et je l'ai revu en VO aussi après. En VO, il fonctionne aussi très bien. Mais Ils là, ont traduit comment le That's What She Said? Ah, je sais plus. Ah, je sais plus du tout. On a un spécialisé doublage. Est-ce que tu t'en souviens? Là, je pourrais pas dire. Je l'ai vu une fois, donc je me souviens plus. Ah, je sais plus. Ouais, c'est vrai que c'était l'origine du That's What She Said dans Wayne's World, en effet. Le 2, je suis pas un grand fan. En fait, c'est que moi, je l'ai vu plus tard, ou connaissant... D'ailleurs, on peut en parler de ça pour Mike Myers, c'est les catchphrases. Genre, c'est le roi des catchphrases. Et du coup... Même avec Shrek. Non, mais c'est ça. Et il y en a qui diront faire des catchphrases, c'est facile. Non, c'est pas facile et c'est trop bien. Et plus il y en a, moi, je suis très contente. Et donc, limite, je connaissais déjà toutes les catchphrases avant de voir le film. Enfin, vu que en fait, j'ai vu d'abord les sketchs SNL et après, j'ai vu le film. Ouais, du coup, genre, j'étais en mode Ils sont assez proches. Mais c'est marrant, c'est que ça a ressuscité Bohemian Rhapsody. C'est le film. Est-ce que vraiment Bohemian Rhapsody En fait, c'est ressuscité? C'est repassé au numéro 1 au niveau des ventes. Oui, d'accord. Quand il y a eu Wayne's World. Ouais, quand il y a eu une Wayne's World, c'est repassé. Peut-être pas numéro 1, mais en tout cas, dans le top 10, c'est remonté d'un seul coup Bohemian Rhapsody grâce à Wayne's World. Ah, donc la boucle est bouclée parce que Mike Myers, il a joué dans le film Bohemian Rhapsody. Ouais. Wow. Voilà, c'est pour ça qu'il a été casté dans Bohemian Rhapsody. On en apprend tous les jours. Et il faisait aussi Sprockets, la fausse émission allemande que je vous conseille vivement sur SNL. C'est les sketchs qui me font vraiment super marrer. Moi, j'aime beaucoup Linda Coffee Talk, où oui. il fait juste une mère juive new-yorkaise avec un grand accent, fan de Barbra Streisand. Si vous aimez bien Sylvia Fine, c'est pour vous. Donc après la mort de son père en 91, Mike Myers s'est rendu compte de l'influence anglaise qu'il avait sur lui. Peter Sellers, les Beatles et surtout le James Bond de Sean Connery, l'acteur préféré de son père. Et un soir en voiture, il tombe sur une chanson de Burt Bacharach et se pose la question: qu'est-il advenu des swingers de Londres dans les années 60? Que sont-ils devenus? Alors swinger, faut savoir que ça a plusieurs sens. Ça veut dire donc à la fois personne branchée du swinging London des années 60 et aussi échangiste partouzeur, quoi. C'est ça que ça veut dire. Et l'un n'empêche pas l'autre. L'un n'empêche pas l'autre, bien entendu. Évidemment. D'ailleurs, je vous conseille, il a donné un prix à Sean Connery pour le AFI Awards. Et il est arrivé en kilt avec la musique, etc. Il a fait un speech sur le fait que c'était le héros de son père. Et donc, il est joué le héros de son père, enfin une parodie du héros, etc. C'était un hommage à son père. Et c'est très touchant. Et même Sean Connery, qui pourtant normalement est très j'en ai rien à foutre, quoi. Même Sean Connery était très touché. Et donc, je vous conseille de regarder ça. Oh. Il a de la chance que le héros de son père, c'était quelqu'un de cool, quoi. Il se décide alors de transformer James Bond en swinger. Et Austin Powers est né. Et c'est drôle d'ailleurs, j'ai découvert en regardant ta vidéo, Hugo, que c'est le doubleur de Pierce Brosnan qui double Austin Powers dans la VF. C'était un des trucs qui m'avait beaucoup marqué la première fois que je l'avais vu. Déjà à ce moment-là, je m'intéressais à cet univers. Ou alors je sais pas si je m'y intéressais, mais juste j'avais l'oreille, quoi. Et je me suis dit, putain, c'est trop marrant. C'est la voix de James Bond qui dit des conneries dans cette parodie de James Bond. Et voilà, si l'ironie était faite de framboise, on aurait de quoi faire beaucoup de tartelettes. Mais c'est marrant, je l'aurais pas remarqué, quoi. Enfin, ça veut dire que le mec, c'est un bon doubleur, hein, je veux dire. C'est qu'il a réussi Emmanuel Jacomi, pour ne pas le nommer, c'est quelqu'un qui a fait énormément de choses dans le monde du doublage, qui a aussi été la voix de Denzel Washington. C'est un grand monsieur du doublage. Et effectivement, il est capable de tout. Il est capable de tout. Le truc qui est un peu différent par rapport à la VO, c'est que Austin Powers et le Docteur d'Enfer sont joués tous les deux par le même acteur, alors que là, c'est pas la même chose au niveau du doublage, c'est ça? Tout à fait. C'est un choix qui a été fait uniquement dans le premier. Pour le deuxième, ils ont repris Emmanuel Curtil, qui était donc devenu la voix officielle de Mike Myers depuis Wayne's World, justement. Et effectivement, ils doublent Austin, Docteur d'Enfer, Gras-Double et Goldmember dans le 3. Mais pour le premier, effectivement, ils ont décidé de donner deux voix différentes. J'ai un trou sur qui interprète le Docteur d'Enfer, alors que j'ai écrit une émission dessus, c'est pas très sérieux. Il fait un bon boulot, le mec. Mais il fait un très très bon boulot, et effectivement, c'est quelque chose
on va, j'imagine, en parler par la suite, mais c'est un des trucs qui fait que le premier opus de Austin Powers, c'est mon préféré, c'est qu'il y a une vraie distinction entre Austin et le Docteur d'Enfer. Et je pense que le fait que les deux interprètes en VF donc soient deux personnes différentes, ça aide à accentuer cette vraie performance d'acteur chez Mike Myers, qui a donc interprété deux personnages diamétralement différents. En tout cas, dans le premier. C'est Jim Carrey qui devait jouer le Docteur d'Enfer. Oh. On lui a proposé le Docteur d'Enfer et il était à la fin du tournage de Menteur Menteur et donc il pouvait pas accepter le rôle. Mais jusqu'à la fin, c'était presque lui qui a failli avoir le rôle. Et c'est là que Mike Myers a décidé de faire les deux rôles au final parce qu'il faisait très bien son imitation de Lorne en l'occurrence. Oui, c'est ce que j'ai. Fun fact. Avec toutes les références des méchants de James Bond qu'on reconnaît dans Docteur d'Enfer, une des inspirations du Docteur d'Enfer, c'est le fameux Lorne Michaels, donc le créateur de SNL. Et d'ailleurs, ils ont un peu été fâchés avec Dana Carvey à cause de ça, parce que en gros, c'était le coup du petit doigt en l'air, etc. C'était quand Dana Carvey imitait Lorne Michaels, il faisait ça. Et donc, c'était un peu genre bon. Et Mike Myers lui a piqué son imitation, en gros, quoi. Et c'est pour ça qu'actuellement, il n'y aura jamais de Wayne's World 3, parce qu'entre Wayne et Garth, il n'y a pas une très très bonne ambiance. Après, ils refont des sketchs de temps en temps. Ils sont pas en mauvais termes. Mais j'ai vu une interview de Dana Carvey il n'y a pas longtemps qui disait encore une fois... Howard Stern, il avait dit ça. Ou en gros, il avait aussi dit... il l'a jamais non plus confronté là-dessus, et donc c'est un peu du coup il a fait la gueule, mais je sais pas si après tu fais une imitation comme ça, quelqu'un te la pique, comment ça marche? Regardez, Robin Williams, c'était très certainement un des comédiens les plus connus de tous les temps, et il piquait apparemment presque la moitié de ses blagues, c'est des trucs qu'il piquait. Ça fait dommage, ça fait mal de se dire ça. Mais il a une grosse réputation de mec qui piquait des blagues, par exemple. Mais ça n'empêche pas qu'on l'adore, tu vois, et qu'il se l'est approprié et il faisait ça à la Robin Williams au final. Je ne crois pas c'est dire. Mensonge, calomnie, José. Il n'est plus là. Alors je t'avoue que mon idole absolue c'est Robin Williams, donc il n'a fait aucune fausse note de sa vie, jamais. Pour revenir à Bond, Daniel Craig dira plus tard que Austin Powers avait baisé James Bond, voilà, fuck James Bond en gros, et que c'est à cause de lui que le ton beaucoup plus sérieux s'est installé dans la franchise avec les films de Craig, parce qu'en gros Austin Powers avait détruit le mythe de son point de vue. Pierce Brosnan a quand même accouché, enfin la période de Pierce Brosnan a quand même accouché de Meurt un autre jour, qui a des éléments de scénario que même Austin Powers n'aura jamais osé. Donc ça me paraît quand même gonflé. La voiture invisible mettre sur le dos de Mike Myers. Surtout qu'au final, cet héritage de James Bond un peu farfelu avec plein de gadgets et des méchants très très méchants, finalement, elle a été récupérée au bout de quelques années par la licence Mission Impossible, qui en a fait sa marque de fabrique à partir de Protocole Fantôme ou quoi. Ouais, c'est vrai que les Missions Impossibles, c'est plutôt vers ça qu'ils devraient se tourner pour dire qu'est-ce qui a un peu détruit Bond. Et en plus, on dit détruit Bond, mais au final, il va encore bien. Bon, il est mort dans le dernier film. Spoiler. C'est bon. C'est vrai, je l'avais pas vu, merci bien. Il y a eu du temps. Wow. Donc, il y a énormément de références à Bond. Je ne vais pas commencer à toutes les citer parce qu'il y en a vraiment, vraiment, vraiment beaucoup. Oui, les références à Bond. Donc il y a le Blofeld de Donald Pleasance, par exemple, qui est plus ou moins exactement le Docteur d'Enfer. Les décors des méchants, surtout, les QG, les trucs comme évidemment. Ça. Par exemple, la scène, je crois que c'est dans Doctor No, où il y a une scène de décontamination qui est exactement comme la scène où il se fait décongeler, si je me trompe pas. Sinon, au niveau des personnages, même les costumes aussi, quand le Docteur d'Enfer a son costume en plastique qui remonte quand il se tient droit, là, comme ça, il est pris directement de Doctor No, celui-là, par exemple. J'avoue que j'ai été... Tu sais, quand des fois, du coup, je vois le film et j'ai eu des lubies sur Google juste après. La costume designer, je suis partie un peu loin sur Google et j'ai eu plein d'interviews d'elle parce que c'était vraiment passionnant. Et parce que, en revoyant le film, en fait, j'étais assez... c'est fou quand même. L'image musicale... Enfin, la musique et les costumes sont quand même incroyables et je pense qu'on va en parler, mais... Et donc, je lisais plein d'interviews d'elle. Si les gens sont intéressés, elle a fait des podcasts, des vidéos YouTube, il y a plein d'interviews là-dessus. Et elle faisait un personnage par personnage le détail de
James Bond versus Austin Powers. Enfin, Oui, c'était la hyper. chemise ouais. à jabot au service secret de Sa Majesté, Ouais. par exemple. Mais ils se sont surtout fait plaisir, c'est avec les tenues d'Elizabeth Hurley, surtout à la fin, quand il y a ce petit moment où il la photographie, là, et elle a plein de tenues des années 60. Ils mettent absolument toutes les tenues iconiques auxquelles ils peuvent penser. Ouais, franchement, les costumes sont ouf. Costume, la musique. La musique. Oh, non, mais la musique. La musique est top, ne serait-ce que de choisir le thème d'Austin Powers, que ce soit cette chanson de Quincy Jones qui te reste dans la tête pendant jusqu'à toute ta vie. D'un seul coup, des fois, tu vas te réveiller le matin et tu vas avoir la musique d'Austin Powers dans la tête. Non, mais c'est. Burt Baccarat. Ouais, Oui, non, bien mais... sûr. Ou là, tu vois, quand là, je l'ai revu, donc j'avais pas revu le film depuis. Je sais même pas quand. La Corée, avec la musique, machin, je fais, mais. Ok, donc on est 5 minutes dedans et c'est déjà cultissime. Et... C'est déjà génial. Ouais, c'est ça. Niveau personnage, on a Rosa Klebb, donc, qui est l'inspiration derrière, comment elle s'appelle, Frau Farbissina. On a donc Dr No, Pussy Galore, bien sûr. Hein. Faut jamais oublier Pussy Galore. Hot Job, qui balance son chapeau. Oui, bien sûr. Random. Attends, c'est quoi des. C'est Random Task. Random Task. Ils l'ont traduit comment en français déjà? Je me rappelle plus. Ah, ils l'ont traduit Osvaldo Biglat. Je ne C'est sais nul. toujours pas pourquoi. C'est Je nul. ne sais toujours pas pourquoi. Random Task, c'est super comme Il y, ça. il y a beaucoup de bonnes idées dans la VF d'Austin Powers, mais celle-ci n'en est pas une. Ouais, non, là, Jean-Michel, aucun lien. autant Delta de vagin Ouais. pour Oui, voilà. A Et Lot même- of Vagina. Dire docteur d'enfer en un seul mot, c'est Docteur hyper drôle. d'Enfer, et Docteur même, d'Enfer, Le ça docteur sonne bien. Evil, c'est pas très drôle. Enfin, Ça sonne bien, ouais, Docteur d'Enfer. Mm. Oui, et puis des mots comme Nickédélique, des choses comme ça. Nickédélique, Tu parlais c'est pas mal. de catchphrase tout à l'heure. Je trouve qu'il y a un vrai talent de la VF pour traduire les catchphrases d'Austin Powers avec les calmons-nous, les Nickédélique. Il y a un truc. Il y a quelque chose de très réussi. Ouais, parce que Shag, on n'a pas vraiment d'équivalent Eh oui, c'est français ça. pour Shag, hein, je pense. Et c'est vrai que tu disais dans ta vidéo que le mot Nick, on l'utilise plus vraiment à part pour dire Nick Taras. mm. C'est c'est ça. un peu la seule fois où on le dit, quoi. Sinon, on l'utilise pas, on l'utilise jamais. Et il y C'est a- vrai que ça fait vieux mot un petit peu. Et il y a un côté Ouais. très années 90. Enfin, vu que ça va très bien avec les années 90, quoi. Nick et Delic, c'est c'est très bien trouvé. C'est bien trouvé, il n'y a pas de souci. Et on a le personnage de Largo, qui est donc numéro 2. Mm. Tous les il y a quasiment pas de personnages originaux, en gros, dans le film, quand on y réfléchit. Mais son ambition, c'est pas vraiment de se moquer. Hein. Non, c'est un hommage. Enfin, Non, c'est vrai. Non. C'est ce qui me plaît beaucoup dans le premier par rapport aux deux suivants. C'est qu'il y a un vrai respect de ce que sont les James Bond. Et c'est plus qu'une parodie, une lettre d'amour. Ouais, totalement. J'ai pas l'impression que... Enfin, c'est clair que quand tu vois les réactions de Craig, qui pour lui, en gros, il a l'impression qu'on s'est moqué de James Bond au point de le rabaisser à tout bas. Moi, j'ai plus l'impression que ça a remis un peu ce côté mais James... ça repopularise. ça Pour a les jeunes qui repopularisé connaissaient un pas petit peu James plus, Bond, parce que les Brosnan marchaient, mais pas non plus... pour les vieux, enfin. Les Brosnan... Si, ça a bien marché. Ça- Ben, Brosnan, ça- c'est les revenu. Brosnan ont bien marché. Si, c'était un peu le retour de James Bond. Les deux premiers ont bien marché. Je crois que c'est ensuite que ça s'est un peu essoufflé, non, si je me trompe pas. Pour moi, enfin, après. Pas que je sache, non. Il me Ah, semble Moi, que ça les- marchait bien. Enfin. Je me rappelle plus. Ouais. Les deux Et derniers ont été des échecs critiques. Les deux derniers de Brosnan. Mais sinon, sont le sont dernier, restés des réussites publiques. Ouais. Le dernier est autant une parodie que Austin Powers. Hein. C'est- Je pourrais pas m'exprimer. J'ai beaucoup d'affection pour le dernier, malgré son côté nanardesque. Je le trouve réussi sur d'autres points. Donc, il aborde des thèmes. Le début est bien. Attends, Voilà, c'est je peux lequel, dire le ça. le premier dernier tiers est très, très Le réussi. début est bien. Voilà, je vais dire ça. Je vais dire du bien dessus. Voilà. C'était lequel le dernier? Attends. C'est celui Meurt un autre jour avec Ali Berry. où il est en Corée au début. Il est en prison. Alors là, Il a une barbe. Il a une barbe. C'était Un des après la bar premiers mitzvah. gros rôles un J'avais des premiers lâché. gros rôles de Rosamund Pike aussi. Oui, Rosamund Pike. Et surtout la BO de Madonna. Oui, Tout à fait. surtout. oui. Surtout. Surtout, oui. Euh, C'est vrai que Tina Turner, qui ça intéresse. J'ai découvert qu'il y avait aussi une autre grande inspiration derrière Austin Powers, et c'est la série anglaise des années 60, Adamant Lives. Et dans cette série, on suivait les aventures d'un homme du début du XXe siècle qui se réveille dans les années 60, qui est réveillé par son arch-némésis, et en gros, il fait encore un truc encore plus qui colle encore plus à Austin Powers,
c'est qu'il fait équipe avec la petite fille de sa sidekick à l'époque. Ok. Donc exactement, Ouais. c'est pas sa petite fille, c'est sa fille, comme Austin dans le film. Donc il a pris James Bond et il a pris ce concept-là et en gros il en a fait un film, quoi. Il s'associe à Jay Roach pour l'écriture et réaliser le film. Lui, il est surtout connu pour les Mon beau-père et moi. Donc après, Après, oui, par la suite. Et encore l'adaptation américaine du Dîner de cons. Oui, qui est pas une grande réussite. qui est horrible. Voilà. C'est pas Daniel génial. Schmox, qui n'a rien compris au principe qui est drôle dans ce film. Enfin, c'est terrible parce que... On voit le dîner. Ouais, c'est- Non, c'est pas... Non, et c'est... Il y avait un truc qui m'avait vachement... Il y a Tu sais, genre, tout Steve Carell. l'intérêt, c'est qu'il y en a un qui comprend pas et l'autre qui est méchant, et ils ont enlevé ce côté méchant. Enfin, non, faut assumer le truc. Enfin, c'était vraiment bon. C'est pas bon. Il n'y a pas le message final du film, quoi. C'est pas bon. Ouais. Il n'y a pas le message qui dit faut arrêter de prendre les gens pour des cons si toi-même t'en es un. C'est un peu ça. Je trouve que c'est une très bonne idée qui joue tous les deux rôles, comme on le disait. Mais c'est une idée qui est un peu trop poussée dans les suites, je trouve. Bah, surtout si... Complètement. J'étais content. Alors déjà, les 3 films se mélangeaient, je les avais vraiment pas revus depuis hyper longtemps. Donc il y avait le côté genre, je veux pas briser mon enfance, j'ai trop peur de ce que je vais voir. Et en fait, le 1 est Le nickel, un il y a aucun souci. très Et j'étais bien. genre, ok, il y a Il pas a pas grade vieilli. double. Ouais, voilà, genre j'étais là, bon, ça va, il est bien, il y a pas les moments gênants, il y a pas le... Enfin, bon, j'ai pas eu Beyoncé, mais c'est pas grave. Genre. Non, mais c'est vrai que Gras Double, c'est pas un personnage très nécessaire. Que lui-même 1 après et a ce- dit, genre, c'est celui que j'ai moins aimé, donc il dit, bah c'est toi qui as écrit, gars, pourquoi tu l'as ouais. Je crois qu'il voulait faire un accent écossais. C'était un peu son excuse et il a trouvé ce concept qui est nul, quoi. Vraiment, Mm. 30 à 40% du film est improvisé. Dans le premier Dans Austin le Powers. Ouais. Le premier Ouais. Ah, c'est étonnant. C'est Myers qui dit ça. Moi, j'y crois moyen. Moi, j'y crois moyen. Son exemple, c'est la scène entre Scott et le docteur d'enfer où ils se disent Ah oui, non, chute et zip et chute et... Ça, oui, ça, c'est très improvisé. Ça, voilà. ok, mais c'est une Mais, scène, ouais. Je pense que par improviser, il veut dire peut-être ajouter des mots ou changer. Oui, je voilà. pense que c'est... Pour un moment, je devais dire salade et j'ai dit laitue. Enfin, Ouais, non, voilà. peut-être pas, Non, mais... n'exagérons pas. Le mais- seul film improvisé, c'est Best in Show ou des films comme ça qui sont purement improvisés. Là, il dit mais- 30%, hein, je veux dire. Ouais, mais quand on sait comment c'est fait un film, tu peux pas faire. tu dois Non, tu faire peux pas, plan par ouais, plan, c'est tu ça. peux pas l'improviser. Mais en Tu peux fait, je me improviser demande des- si c'est plus les scènes où, en gros, il y a la caméra sur Docteur d'Enfer Oui, et il doit et dire, ça- on sait qu'il doit dire $1 million, mais c'est dans la manière où il va le C'est dire. ça, et Il va s'arrête faire pas, des, il va continue faire de des tourner, takes, ouais, ouais. des prises différentes. Je pense que ça doit être plus vu comme ça. à mon Ouais, ouais, avis. non, c'est ça. Et il continue de tourner et. Ouais. Et pense des que c'est petites ça. one. En des plus, Mike one-liners. Myers, c'est vraiment le genre. Oui, ça. Il a oui. ce côté de Jim Carrey aussi. Hein, Ah d'ailleurs, bah voilà. complètement. Où, en Complètement. gros, tu leur dis action et ça n'en finit pas quoi, si tu laisses la caméra sur eux. C'est ça. quoi. Ouais. Et même, à mon avis, si tu l'enlèves. Mais nous ne les connaissons pas. Le film a un budget de 16 millions et a eu un bon petit succès en salle avec 67 millions au box-office. Mais c'est surtout, comme je le disais, en VHS et DVD que le film est vraiment devenu connu dans le monde entier. Au point qu'à Halloween, à cette époque-là, tout le monde était déguisé en Docteur d'Enfer ou en Austin Powers, surtout Austin Powers, j'ai l'impression. D'ailleurs, c'est dans les sitcoms ou dans les films, quand tu vois des flashbacks de cette époque-là, il y a toujours un mec déguisé en Austin Powers pour te dire voilà quelle époque, dans quelle Ouais. époque on est. Quoi, tu- Les mêmes qui, quelques années plus tôt, se déguisent en Westworld. Et... Ouais, voilà. C'est- Donc on a un spécialiste de la VF. Et je Comme trouve tu que y vas. c'est pas une mauvaise adaptation, personnellement. Non, c'est une très bonne adaptation. C'est une très très bonne adaptation. Mais ce que perd mais ça c'est juste c'est pas de la faute de l'adaptation, c'est l'accent d'Austin Powers. C'est Ah, ça, c'est toujours compliqué, les accents. voilà, ça c'est vraiment le truc qu'on perd de temps en temps dans les films, c'est qu'on perd les différents accents. Et il y a certains films où ça se ressent beaucoup, où quand tu le regardes, tu fais ah oui, si t'enlèves les accents, t'enlèves beaucoup en fait. Là. En fait, faut toujours se poser la question quand dans un doublage, on se demande si on doit ou non garder les accents. Il faut se poser la question de dans quel contexte on est. Là, en l'occurrence, Austin, il est en Angleterre, il prend un accent anglais. C'est normal que quand on fait une traduction française, on ne lui donne pas d'accent particulier puisqu'il est dans son élément. À l'inverse, si on a par exemple un homme d'affaires japonais qui se présente aux États-Unis, comme c'est le cas dans Inception, et que c'est un élément étranger dans un contexte américain, c'est normal de ne pas donner d'accent au personnage américain et d'en donner un à cet homme d'affaires japonais. Donc là, en l'occurrence, Austin, bon voilà, Mike Myers prend un accent anglais qui n'est pas le sien de base,
mais dans la diégèse du film, il n'y a pas de raison de lui en coller un. Ou alors, il faut donner un accent anglais à tous les personnages anglais dans la version française. Et là, ça devient un gros bordel. Oui, même que sur lui, en fait, il y a aussi ce côté-là. Ce serait complètement distrayant, en fait, si tout le film... C'est ça. Il va Plus parler personne avec ne porterait attention à ce qui se dit, quoi. Oui, ce serait bizarre s'ils se mettaient tous à parler comme ça. Oui, voilà, ce serait... ça marche bien pour une joke. Ça marche très bien pour une blague avec l'allemande. Et voilà. Mais c'est vrai que... typiquement, voilà, Frau Farbissina, elle a un statut d'ancienne nazie. Les femmes robots. Cool de lui filer un accent. Faites entrer les femmes robots. De la même manière, Goldmember qui a un accent... qui a un accent dans le troisième, de la même manière. Ouais. Cette actrice qui joue Frau Farbissina, je l'ai jamais vue dans d'autres trucs et j'ai regardé, elle a pas l'air d'avoir fait beaucoup de choses, mais je la trouve super bien. C'est marrant parce que hier j'ai vu un film avec un pote où elle était dedans. Donc ça tombe bien. Voilà. Ouais, c'est assez fou cette coïncidence. Elle joue dans un super film que je vous recommande très 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 chaleureusement qui s'appelle Belle à mourir. Qui est un faux documentaire sur une bande d'adolescentes dans une ville un peu Minnesota, mi-tir, qui passe un concours de beauté pour devenir Miss America Junior. Et notre chère Mindy Sterling fait une des organisatrices du concours. Et c'est un super film où l'image la plus connue, on voit les filles avec des énormes trucs sur la tête qui représentent chacune les États-Unis. Oh oui. Et c'est vraiment un film. Swinging London, l'agent secret Austin Powers fait une entrée fracassante sur nos écrans avec du Quincy Jones en fond, dents pourries, parce qu'il est anglais. C'est quand même la vision des Américains, tu sais. C'est vrai, la personne avec qui je voyais le film me dit « Pourquoi il a les dents aussi pourries ?» Je lui dis « Parce qu'il est anglais. » Elle me fait « Ah, ok. » J'avais même pas posé de question, c'est genre « Ah oui, c'est vrai. » Il est anglais vu par des Américains ou Canadiens. Ouais, mais c'est ça, quoi. Il aurait été français. Un truc qui est revenu dans le 2 et dans le 3, alors qu'à la fin du premier, on le voit se faire un détartrage. Donc, bravo la continuité. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Je Je me suis dit ça aussi. C'est vrai qu'à la fin du 1, il a les dents toutes normales. Je vais directement aller me plaindre sur Reddit parce que c'est un Oui, mais les faux dentiers pour Halloween se vendaient très bien. Ouais. C'est sûr. Les grosses lunettes, c'est en hommage à Michael Caine. Donc c'est pour ça que Michael Caine jouera son père dans le 3, qui est vraiment une excellente idée de casting. C'est vrai. La chemise à jabot, elle vient de, comme je l'ai dit tout à l'heure, au service secret de Sa Majesté. Il a le torse velu, parce que Sean Connery. Voilà, c'est peut-être le truc le plus proche de Sean Connery. C'est même pas seulement velu, c'est quand il est torse nu, on se rend compte que ses poils de torse sont taillés en forme de bite. C'est vrai. Et ça fait une flèche directement. Exactement. Et non, mais c'est vrai que Sean Connery, je me faisais la remarque dans les Bonds. Il y a quand même je sais plus dans quel Bond. Je crois que c'est On ne vit que deux fois, si je me trompe pas. C'est pas nous qui allons te bondsplainer. il se déguise en japonais. Et il est en kimono et donc il fait un peu du yellow face avec les yeux un peu bridés et il a des poils de torse, il lui sort de son kimono, il a des gros poils de torse comme ça. Et enfin tu vois Sean Connery avec son accent écossais qui est déguisé en japonais. Et franchement, je sais que ça passe plus de nos jours, mais qu'est-ce que c'est drôle, franchement, avec le recul, c'est tellement drôle. Sauf que ça se voulait pas drôle. Non, ça se voulait pas drôle du tout, mais c'est tellement drôle. Il est là, bonjour, je suis un japonais, avec son accent écossais comme ça. Ouais. Et donc, la musique de Quincy. T'aimes bien Quincy ? Ouais. Ouais, il déchire. Avis. Waouh, t'aimes bien Quincy Jones, tu sais, t'aimes bien Queen et... T'aimes bien les Beatles. Ouais, voilà. Je pense que on aime tous Quincy, quoi. Quel génie. Un truc qui me fait rire, c'est un peu comme Bond, hein, je veux dire. Sauf que là, c'est vraiment poussé au maximum. C'est un agent secret. Mais tout le monde le connaît. Il a sa tête dans les journaux. Les femmes lui courent après. Ça, c'est vraiment le truc le plus débile d'Austin Powers. C'est un agent secret, mais tout le monde sait qui c'est, quoi. C'est génial, je trouve. Oui, c'est une super bonne idée. Et en même temps, c'est beaucoup plus réaliste. Genre, s'il y avait un vrai gars qui sauvait tout le temps le pays, eh ben, il serait partout dans les journaux. Ah ah. Mais en fait, il y a des fois où il change de nom, Bond, mais ça dure vraiment que pour une scène, et dans la scène d'après, il est de nouveau Bond, James Bond, il s'en fout complètement. Son M à lui s'appelle Basile Exposition.
Je trouve que c'est un des meilleurs noms possibles pour le M du film. Il se pointe et il fait de l'exposition. Il repart. Exactement. Il est parfait, quoi. Ce que j'aime beaucoup, c'est quand Austin est décongelé devant Basile Exposition en 1999, qu'il se rend compte que donc il a avec lui les services secrets russes pour l'épauler. Donc lui, il a vécu en pleine guerre froide, donc ça lui paraît insensé. Et Basile Exposition lui dit la guerre froide est finie, vous savez. Et il sort sans blague. Alors c'est ça, le port capitaliste vont payer leurs crimes, camarades. Non, Austin, c'est nous qui avons gagné. Ah bah super, vive le capitalisme. Le camarade et tout. Et on m'a glissé que à l'époque où des débuts de Mike Myers, il était plutôt justement dans l'aile gauche du SNL. Et okay. la personne à qui je racontais ça me disait oui, ça ne m'étonne qu'à moitié, c'est très Myers compatible, une référence comme ça. Mais c'est vrai que c'est une des meilleures phrases du film, je trouve. Et donc Austin Powers se fait décongeler en 1997 avec Gary Coleman et Vanilla Ice. 97. Voilà, ça te replace bien dans l'époque. Gary Coleman qui était donc l'acteur qui jouait Steve Urkel. C'est ça, oui. Si je me trompe pas. Ouais, Qu'est-ce que tu me racontes là, Willy? Mais voilà. Ah non. Non, Steve Urkel, c'est moi qui ai fait ça. C'est moi qui ai fait ça. C'est pas pareil. Pardon, je m'en mêle. Est-ce que je mets les pieds dans le plat en parlant du sujet qui va fâcher? Vas-y. Et je m'étais fait la même réflexion avec Jumanji récemment, et ça m'avait fait péter le cerveau. Si on faisait maintenant Austin Powers, genre tu sais, dans les années 90, les vieilles années c'était les années 60, et maintenant si Austin Powers était ressuscité maintenant, il serait dans les années 90. Ouais. Et donc, les années 90, c'est comme les années 60 pour les années 90, et donc on est vieux. Et je l'ai hyper mal vécu. En plus, ces années 90, c'est pas si génial que ça, en vrai. Non, effectivement. Non, mais vraiment, quand j'avais revu Jumanji et que j'étais genre, mais attends, quand on voit le père être horrible, en fait, c'est en 69, il ressort en 95, et c'est exactement la même maintenant. Enfin, ça m'avait... Et là, c'est pareil. Ah ouais, genre, c'est ça. Il y a 30 ans d'écart entre maintenant et les années 90. Et donc... Ou alors, il faut voir le côté positif. Et finalement, les années 60, c'était hier. Je sais pas. Dans tous les cas, on est vieux. J'aime bien les petites transitions années 60 qu'ils réutilisent plus dans les suites. C'est un peu dommage. Je trouve que ça apportait un petit peu d'ambiance, quoi. Ça marchait bien. Et bien sûr, on est obligé de parler de l'agrandisseur de sexe à pompe suédois, qui est le running gag. C'est le flingue de Tchekhov. Oui, c'est sûr. Il apparaît au début de la pièce et il doit être utilisé à la fin, tu vois. Et c'est exactement ça. On dirait qu'à la fin, il se rappelle, merde, c'est vrai que j'ai l'agrandisseur de sexe à pompe suédois. Il faut absolument que je le réutilise. Mais typiquement, cette scène, moi, je suis un grand amateur de comiques de répétition. À vrai dire, mes trois types d'humour préférés, c'est le comique de répétition, le comique de répétition et le comique de répétition. Et cette scène-là me fait mourir de rire à chaque fois. Ouais, non, c'est... Voilà, et puis un bon pour le... Et puis un livre, c'est mon truc oui, bébé. Voilà, tout le développement là est très, très marrant. Et après, quand il ressort ces trucs, il fait « Je te jure, je sais pas comment c'est arrivé là. » C'est le truc qui revient dans tout le film. Ça m'aurait même pas dérangé que ça revienne dans les suites, tellement c'est culte, en fait. Ensuite, un développeur de pénis suédois à pompe. Non, c'est pas à moi. Un reçu de carte de crédit pour un agrandisseur de pénis à pompe suédois, signé par Austin Powers. Je vous dis que ça doit être à quelqu'un d'autre que moi. Un coupon de garantie pour un agrandisseur de pénis suédois à pompe, rempli par Austin Powers. Je sais pas à quoi ça sert, ces choses-là. C'est pas mon truc. Et un livre, Les agrandisseurs de pénis suédois à pompe et moi. Ce genre de choses, c'est mon truc. Poupée, par Austin Powers. Dans le QG du Docteur d'Enfer, on fait la rencontre donc de Frau Farbissina, de Will Ferrell, dans son premier rôle, son tout premier rôle. Il joue Mustapha, et il réapparaît dans le 2, et je trouve qu'il est génial. Oh, ma jambe n'est pas cassée, je crois que je peux encore me lever. Aïe, là, elle est vraiment cassée. Il y a un côté où tu vois, Will Ferrell, on lui parle, genre, oui, bon, c'est du brown face, mais c'est pas grave, c'est Will Ferrell. C'est vrai que j'y ai même pas pensé. J'ai même pas pensé une seule fois au brown face. C'est juste ça, il y a Will Ferrell avec un chapeau. Et il y a aussi, tu sais, les gens qu'on voit depuis longtemps, où, je sais pas, il m'avait toujours paru vieux, et là je me dis, ah mais non, il était jeune, mais je sais pas, il a toujours fait vieux. Mais il fait vieux déjà. Ouais. C'est un mec qui a toujours fait... On dirait que ça a toujours été un daron, 35-40 ans. C'est ouf, ouais. Alors que j'ai pas son âge, mais de toute évidence, il a
30 ans de moins que moi que maintenant. Will Ferrell était très drôle au Saturday Night Live. C'était vraiment la star à une époque. Il était excellent. Et ça, je pense que c'est Excellent. une des plus grosses stars encore. Ouais. Enfin, Ouais, il était vraiment. Mais genre, vous pouvez regarder n'importe lesquels de ses sketchs, ils sont géniaux, quoi. et en fait, il est connu pour ne pas craquer. Et il ose tout. Et il ose tout. Et Il va se mettre a à poil, il s'en fout, enfin, des Ouais, trucs comme ça. Et... Une fois qu'il est dans le rôle, il en sort pas. Et il va te dire hyper sérieusement. Enfin, Et en impro, il est aussi très fort parce qu'il ne lâche rien, quoi. Ah ouais, non, c'est Excellent. committed. C'est vrai on le connaît. En France, c'est pas une si grande star que ça, Will Ferrell, hein, j'ai l'impression. C'est pas une si grande. C'est pas un Jim Carrey ou c'est même ça. un Par Mike exemple, Myers, tu vois. Tu vois, j'ai été étonnée. Elf, c'est jamais vraiment sorti en France. Non. Et du coup, je l'ai vu très récemment là, quand je vais à LA et que du coup, les gens étaient en mode ah, c'est Noël, donc on regarde Elf comme on regarde Maman, j'ai raté l'avion. Le film est génial, trop drôle. Il aurait complètement pu être sorti en France. Enfin, c'est pas des références. Enfin, tu vois, genre, je comprends pas qu'il soit pas sorti en France. Oh non, mais c'est bizarre. Hein. Moi, je trouve que Step Brothers, c'est un de mes films préférés. Encore Man, enfin, il en a sorti des excellents films. Ouais. Et là, ceci dit, Eurovision, comme c'est sorti sur Netflix, les gens ont quand même bien aimé. De quoi ? Eurovision. Ah ouais ? J'ai pas vu ça. Oh là là, la chance, tu vas pouvoir le voir pour la première fois. Je le regarde ce soir. Ouais. Et donc, il y a le faux hot job qui jette sa chaussure plutôt que son chapeau. Il y a Robert Wagner qui est là, en numéro 2. Lui, j'aime bien justement le truc qu'il a légitimé l'entreprise d'enfer et tout. Il a limite dans le 2, il a créé Starbucks. Et il est vraiment oui, là. c'est vrai, dans le 2, il a créé Starbucks. Il veut que ça devienne légitime, mais à chaque fois, l'autre, il est là avec ses plans de conquérir le monde. Et c'est marrant de voir Robert Wagner dans un film pareil, en fait. Tout à fait. C'est énorme. Qui est en plus doublé par Dominique Paturel, qui a toujours été sa voix quasiment tout au long de sa carrière. Donc, il y a une vraie filiation. Ouais. Il semble pas sorti de nulle part. Même dans la VF, il y a le grand retour. Le grand retour du personnage culte, quoi. Et est-ce que vous pensez qu'il a tué sa femme ? Alors là, j'ai pas la ref. Ah si, Nathalie Wood est morte dans un bateau avec lui, et on n'est pas sûr que c'est lui qui l'a poussée ou quoi que ce soit. Enfin, il y a toute une Alors histoire. écoute, Vous savez pas du tout ? Alors, je ne connais rien de cette Écoutez, histoire. laissez la police faire son travail. Dès que nous avons plus je ne connais rien de d'informations, cette histoire. Bien connaître de l'histoire. Je vais répondre oui, il l'a tué. Du coup. Il était avec Christopher Walken en plus, ce soir-là. Vous faites une recherche, vous allez ça tomber va dans être le sympa, trou du mais- lapin blanc. Allez voir. Faites vos propres recherches. Donc vous il y a- serez surpris. voilà, il y a des grosses rumeurs comme quoi il aurait tué sa femme, Nathalie Wood. Je tiens à le dire. Il y a aussi un Irlandais qui est vraiment pas le personnage le plus marquant des 3 films. Hein. Ah Il y a non, juste c'est un sûr. Irlandais qui est là, quoi. J'ai déjà oublié. Juste pour faire la blague des Lucky Charms. Ouais. En fait, ça fonctionne pas du tout en VF. Ça, c'est un des problèmes d'adaptation. Non, C'est que là, effectivement. tu peux pas vraiment le faire. En fait, c'est une référence à une pub à l'époque Américano-américaine. Voilà. La marque n'est jamais sortie en France. pour C'est des céréales, intraduisible. que voilà, nous on connaît pas. Et il disait I want my Lucky Charms, enfin et tout. Et ouais, ça c'est le genre de blague. Et pareil, il y a une autre blague que tu peux pas traduire. C'est pour qui travaille numéro 2. Parce que numéro 2 en anglais, ça veut dire chier. Ça veut dire faire caca. Je vais faire numéro 2 parce que numéro 1 c'est pipi, numéro 2 c'est caca. Donc voilà, c'est ça. Et donc pour qui travaille numéro 2 ? Et l'autre il lui dit ouais, tu lui montres à cet étron c'est qui le patron parce qu'il lui dit numéro 2, tu travailles pour moi. Enfin voilà, il y a un double sens que là tu peux pas vraiment faire. Que c'est impossible à traduire en gros. Tu peux pas vraiment... Oui, c'est sûr. Parce que numéro 2, en fait, c'est aussi limite un personnage quasi normal de. Enfin, des fois, on a besoin pour que la comédie marche et même la parodie, on a besoin de ce qu'on appelle Jason Bateman. enfin, de Voice of Reason ou de Le straight man. Le straight man et en fait, lui, c'est le personnage le plus normal entre guillemets dans l'univers et qui te rappelle que tous les autres sont tarés, sont des parodies, etc. Ouais, il en faut des comme ça. Ouais. Par exemple, une des meilleures séries, c'était Arrested Development à l'époque. Il y avait le personnage principal qui était le C'est straight ça. man. Et il était aussi drôle que les autres, justement, parce qu'il rebondissait Bien par sûr. rapport à ce qui se passait. Jim and Pam dans The Office. Ouais, voilà. Et ce qui se perd d'ailleurs dans les 2 et 3, où à la fin, ça ne devient plus qu'une farce. Enfin, Ouais. et c'est ça aussi, ça manque. Mais c'est un bon casting, Rob Lowe, en numéro 2 jeune dans la suite. Mais Rob Lowe, c'est toujours un bon casting. En vrai. Tu le mets Ça n'importe où, fonctionne bien. toujours C'est un bon vrai. casting. Ça fonctionne bien, ouais. Et donc, le Dr. Evil, d'Enfer en français, qui est basé, comme tu le disais, sur Lorne Michaels, le créateur légendaire de Saturday Night Live, volé à Dana Carvey, très certainement.
c'était assez drôle, c'est que justement la personne à qui je l'ai regardé n'avait jamais vu ce film, ne savait pas grand-chose de ce film en dehors de peut-être le look des personnages. Et je lui dis, au bout d'un moment, je fais, tu sais que c'est le même acteur qui joue Docteur d'Enfer et Austin Powers. Et elle me regarde genre, ouais, c'est ça. Je lui dis, si, c'est le même acteur. Elle me dit, non, c'est pas le même acteur, tu te fous de ma gueule. Et je lui dis, en fait, quand t'es pas au courant, c'est vrai que c'est un peu bizarre, tu peux pas savoir que c'est le même acteur. Parce que même en le sachant, enfin, en le revoyant, je me faisais moi-même, j'étais genre, c'est vrai que c'est quand même hyper bien fait, quoi. Même quand tu le sais et que tu regardes, c'est tellement bien fait. Ouais. Non, c'est vrai, c'est fou. Déjà, au niveau du maquillage, au niveau Mais ouais. de la voix, la manière de se tenir, c'est les opposés total. Ça méritait un Oscar du meilleur make-up, mais je pense que et c'est mieux fait. Non, mais il y en a, c'est mieux fait que du Adam Sandler et du Eddie Murphy. Enfin, Eddie Murphy, c'était bien fait aussi. Mais c'est vrai qu'ils ont cette génération-là de SNL, décidément, ils aiment bien se déguiser. Ils aiment bien faire tout. Ouais. Justement, Dana Carvey avait fait Master of Disguise, donc où il se déguise pendant tout le film. Et il a un déguisement en tortue. Et c'est un des trucs les plus dégueulasses que j'ai vu toute ma vie. Regardez ce film que je suis plus le seul. Même encore aujourd'hui, Mike Myers fait des séries où il joue tous les rôles, des trucs comme ça. Ouais, je sais. Ouais, il fait The Gong Show et tout. Enfin, il a sorti un nouveau truc il y a pas très très longtemps où il joue plusieurs rôles, mais il est complètement en dessous du radar maintenant. Depuis qu'il a fait le Love Guru, ça a fait un bid pas possible, que ce soit critique ou public. Et au final, depuis, il est un peu. Bah, je pense qu'il se repose avec son argent de Shrek. Hein. Il s'est fait tellement d'argent avec Shrek que, ouais, voilà, quand tu gagnes autant d'argent avec Shrek, t'es tranquille. Non, je le vois bien revenir dans une série, genre un peu, waouh, son retour, ça sera dans une série. Un peu à la Jim Carrey aussi. Mais là, il essaie de faire son retour. Ça fait 2 fois qu'il essaie et que ça fonctionne pas. Donc, faudra voir. Mais est-ce que c'est pas un acteur d'une certaine époque ? Tu vois, quand tu vois Mike Myers de nos jours, tu fais « Ah, c'est d'années 80, 90, 2000, tu vois. » La comédie est hyper cruelle. Ouais. C'est générationnel. Et donc, c'est « Ah, toi, t'as fait rire les jeunes des années 90. Donc t'es plus drôle. Donc, t'es has-been pour l'humour. On ne te prend pas au sérieux pour le drame. » Et donc, du coup, c'est un peu un entre-deux. Ouais, ça pardonne pas du tout, la comédie. Il propose que des idées déjà faites, ça c'est super. D'ailleurs, c'est marrant, il propose de faire chanter le prince Charles à cause de parce qu'il aurait une affaire et donc pour créer son divorce et tout. Et il faut savoir que le film est sorti pile poil à la mort de Diana. Et donc cette référence a été enlevée pour les Anglais. Pour les Anglais. Ils ont viré cette référence aux Anglais. Et c'est marrant, c'est que c'est sorti pile poil à la mort de Diana. Donc les gens, ils sont pas trop allés voir le film, donc ça a fait un bid en Angleterre. Et donc Mike Myers disait, je pense que c'est parce que Diana était morte, ils étaient pas prêts à rigoler. Mais en même temps, The Full Monty avait cartonné pour la raison inverse. Comme ils sont tristes à cause de Diana, ils ont besoin de rigoler, donc ils sont tous allés voir le film. Et c'est Austin Powers qui a commencé à marcher une fois qu'il est sorti en DVD, en fait. C'est ça le truc, quoi. Et il y a Scott aussi. Scott, Seth Green. interprété par Seth Green, ouais. Ouais, Seth Green qui à l'époque était dans Buffy. C'était ça son truc à l'époque. Mais c'est un enfant acteur. Ouais. Genre. Ouais. Oui, c'est vrai. Ouais, depuis très longtemps. Il avait fait La main qui tue quelques années plus tard. La main qui tue, oui. Ouais. Quel film ? Avec Ouais, Jessica Alba, je me rappelle. Et surtout, comment ça s'appelle le truc d'animation ? Robot Chicken. Voilà. J'allais dire Chicken Run, mais c'est l'autre. Ah oui, depuis, ouais, effectivement. Maintenant, il fait Robot Chicken. Ouais, maintenant, c'est ça son truc. J'adore le concept de Scott. Ouais. Le fait qu'il ait eu un gosse pendant qu'il soit parti et que son gamin, ce soit un pur produit MTV des années 90-2000, ce soit vraiment le pur gamin qui a été élevé à Jackass un peu. Enfin, tu vois, genre. Et ado. Ado qui n'en a rien à faire de lui, qui est. Enfin. En plus, il le joue très bien, Seth Green. Je trouve que c'est une des très très bonnes idées d'Austin Powers d'avoir ce personnage. La scène de la thérapie est si drôle. Elle est parfaite. C'est une de mes scènes préférées. Déjà, le speech de Docteur d'Enfer est parfait. J'ai limite envie de le mettre sur une app de rencontre, tu vois. De mettre le speech de Docteur d'Enfer en biographie. Ah, et puis il y a Carrie Fisher en plus. Ouais. Oui, tout à fait. Il y a quelques petits caméos, pas piqués des hannetons. Qui fait une petite apparition. Mais il y a toujours eu des bons caméos dans les Austin Powers. Dans le 2, il y a Woody Harrelson. Dans le 3, il y a Pikachu. T'as pas vu ce Woody Harrelson? J'adore.
Toutes ces blagues avec le radar où on voit le sexe et tout, et ils font on dirait un Woody, on dirait. J'allais dire en parlant de la scène culte, en parlant de scène où on voit le sexe, c'est la fameuse scène où justement on le voit pas. Et Liz Hurley, elle mange cette scène-là. Ça a failli être traité d'art à cause de cette scène. Alors, mais vraiment, c'est si drôle, si bien fait. Dans le 2, il y a une tente. Et c'est le truc où elle sort des trucs. Oui, dans le 3 aussi, il y a une. Et dans le 3, c'est Mini-Me. Ouais, c'est ça, tout à fait. Ouais. Mais c'est toujours rigolo, ce genre de truc. Mais c'est là où tu vois, il est fort dans tous les types. Genre, il fait aussi bien des phrases, des catchphrases drôles que de la comédie physique. Enfin, visuel, le physique. Enfin. Ouais, il est très bon. Ouais, il ira loin, je pense, ce gars. Volons l'ogive nucléaire et exigeons une rançon d'un montant d'1 million de dollars. On rencontre Delta de Fagin, A Lot of Vagina en anglais, donc qui est basé sur Pussy Galore, qui est le meilleur nom de James Bond girl de l'histoire. Pussy Galore qui est lesbienne et qui se fait forcer, se fait prendre de force par James Bond dans la paille et qui ensuite est amoureuse de James Bond et qui est devenue hétéro. Ça a très bien vieilli les conneries, ça a vraiment très bien vieilli. C'est marrant que tu parles de ça parce que moi c'est un truc qui m'a marqué en revoyant le film il y a quelques mois. C'est un film qui est très effectivement qui parle très de libération sexuelle et effectivement qui parodie James Bond, donc on pouvait s'attendre à des trucs un peu cringe, un peu qui ont mal vieilli. Et c'est d'ailleurs un petit peu ce qu'on on en a parlé tout à l'heure avec Gras Double dans le 2. Bon, voilà, c'est pas forcément le truc le plus glorieux qui nous soit revenu des années 2000, quoi. Mais il y a une scène dans Austin Powers 1 qui m'a un peu marqué. C'est que pendant tout le film, Mike Myers va essayer de séduire Vanessa, qui est donc sa James Bond girl, enfin sa Powers Girls sur le film. Et à un moment, il y a une soirée un petit peu détente entre deux. Ils se bourrent la gueule, ils font du twister et tout, et ils rigolent bien. Et Vanessa se laisse un petit peu séduire par les charmes d'Austin. Elle commence à comprendre qu'est-ce qui le rend si séduisant. Et à un moment, elle se tourne vers lui, elle dit embrasse-moi. Et Austin lui dit non, tu as bu, ce serait mal. Et mine de rien, c'est assez avant-gardiste quand même comme scène. Et surtout, ça fait un pied de nez à tous les James Bond de Sean Connery, justement, où le consentement était quand même quelque chose qui était très secondaire face au James Bond girl. Ouais, elle est super intéressante et importante, cette scène, au final. Ou c'est ça. Et encore une fois, c'est avant de le revoir, la peur de « Oh non, je vais ruiner mon enfance ». En fait, j'étais genre « Bah non, au contraire. » C'est woke, c'est le wokistan, quoi. Quand il parle mal, on lui explique que c'est mal et il intègre que les temps ont changé. Oui, il respecte plus le consentement que James Bond. Surtout comparé à Bond. Ouais, c'est ça. Oui, voilà, c'est sûr. Voilà. Lui, il te montre en fait le bon côté des années 60. T'as cette impression que, ok, on aimait bien faire des partous, on aimait bien coucher tous ensemble, mais le consentement, c'était quand même le plus important. C'était un peu ça le message. Il n'y avait pas encore le sida. Enfin, voilà. Oui, c'est sûr. Il y a aussi le soupe nazi de Seinfeld. Tu l'as vu ? Soupe nazi, oui, mais... il distribue les cartes. Ah, purée, c'était genre... Avec la moustache et tout, tu l'as pas. Je me suis dit que tu l'aurais vu. Alors, j'ai un problème de physionomie, et donc moi, ma règle d'or, c'est « Ah putain, mais oui, il joue dans... Ah, c'est... » Voilà, bah, et voilà. après, je l'ai pas. C'est le soupe nazi dans Seinfeld. Et j'avoue que j'ai pas été jusqu'à Wikipédia. No soup for you. Pour la peine. Les Nations Unies qui ont une salle de réunion secrète. C'est ce genre de petits détails que j'adore, là, ce genre de petits trucs. Basile qui appelle avec AOL. Oula, ouais. Ça beaucoup de vieux trucs. Et c'est marrant, c'est que ça fait que le film est... On peut aussi le voir comme un film d'époque. Enfin, maintenant, avec le temps, c'est ce que je vous dis, on est vieux. Voilà, maintenant on le voit vachement comme... rappelle-toi d'AOL. Les années 60 de l'époque, c'est les années 90. Apparemment, Jay Roach a accepté de promouvoir AOL dans le film en échange d'1 an d'Internet gratuit. Mais quand on connaît le prix des abonnements aux États-Unis, on se dit qu'il a fait une bonne affaire.
Personnellement, je trouve que la dynamique avec Vanessa fonctionne très bien. Ouais. Elle est bien, Elizabeth Hurley, dans ce On film. n'a pas encore parlé. Elle est pas juste là pour faire la Power Girl, justement. Il y a un vrai arc avec elle. Il y a vraiment une vraie histoire. Bon, ok, c'est très rapide, hein, son retournement de sa manière elle de. fait moins objet que le front par la suite Beyoncé et Vanessa, quoi. Beyoncé fait pas objet du tout, parce que Beyoncé finit même pas avec Austin. Elle a aucun rapport. Elle est vraiment juste là pour être Foxy Cléopatra, la cool. C'est ça, mais ça reste quand même un personnage qui est pas très intéressant dans le développement de l'histoire, Foxy. Alors que Felicity Bonebez, en l'occurrence, elle est vraiment. Oui, c'est ça. Et en fait, à partir du moment, c'est mieux qu'une James Bond girl. Déjà, on commence l'histoire, elle est plus intelligente que lui. Ouais. Elle a le savoir que lui n'a pas, puisque même s'il n'était pas bête, enfin, là, c'est pas de sa faute, le pauvre, il était enfermé, ok, admettons. Donc rien que ça, rien que le pouvoir de force. Et puis elle remet en question son charisme exceptionnel, et voilà, il se retrouve, c'est la première personne qui lui résiste. On peut même pas parler de résistance, justement. Tout ce vocabulaire un peu associé à la culture du viol est complètement absent du premier Austin Powers, quoi. Et ce qui est drôle, c'est que c'est avec l'humour qu'il arrive à la séduire au final. C'est vraiment purement vraiment de l'humour. Il la fait marrer à chaque fois. Et c'est comme ça que ça fonctionne. Et même dans la vraie vie, quand on voit le nombre de meufs que David Spade s'est tapé. Voilà, c'est un truc de ouf. Ou Pete Davidson de nos jours. C'est vrai que ma référence était anormalement vieille. Surtout qu'il y a Pete Davidson qui existe, quoi. Oui, c'est vrai. Non, mais comme c'est la même génération que Mike Myers, David Spade, mon cerveau est allé là. Mais pour les gens normaux de notre âge, c'est oui. Je m'appelle numéro 2. Et voici ma secrétaire particulière, Delta. Delta de Fagin. Comment ? Delta de Fagin. Pardon, pendant une seconde, j'ai cru qu'elle s'appelait Delta de Oublions. Une scène que j'aime bien, c'est le moment où Austin découvre tout ce qu'il a raté et qui fait donc la liste, dont Mama Cass qui s'est étouffée avec un sandwich, qui est une légende urbaine qui existe vraiment autour du fait que Mama Cass, donc la chanteuse de Mamas and the Papas, qui en fait est morte, je crois, d'une crise cardiaque ou d'un truc comme ça. La grosse rumeur dans les années 60-70, c'était qu'elle était morte en s'étouffant avec un sandwich. Et donc c'est assez drôle qu'il arrive à placer ça dedans. Mais mine de rien, tu vois, tu parles de cette scène. Pour moi, c'est ce qui fait la force du premier Austin Powers par rapport aux deux autres. Oui. C'est que il y a un vrai film, ça fait un peu méchant de dire ça, mais il y a un vrai film qui se tient avec des scènes touchantes, des scènes un peu sérieuses. Le film en fait est un pastiche de James Bond, donc on se moque de certains trucs de James Bond, mais il y a quand même un respect déjà de ce qu'étaient ces films et de ce qu'on aimait en les voyant. Et il y a aussi, quand je parlais de lettres d'amour, il y a aussi justement tout ce côté prise au sérieux des années 60, de ce qu'elle représentait, etc. On a parlé justement de ce que Austin apporte avec lui en étant décongelé. Mais il y a un film entier, là où le 2 et le 3 me paraissent plus être des successions de sketchs qui n'essayent jamais de se prendre au sérieux. Là où le film, le premier film a un vrai côté, notamment le face-à-face final avec le Docteur d'Enfer, quand le Docteur d'Enfer lui dit votre liberté des années 60 a échoué et tout. Il y a un vrai dialogue premier degré sur l'héritage des 60s, et il y a un vrai propos du film que les 2 et 3 ont complètement abandonné pour basculer dans de la comédie, en perdant même, j'allais dire, le pastiche, le côté pastiche, pour faire vraiment une comédie Austin Powers. Les 2 et 3 sont des Austin Powers, là où le premier est un pastiche de James Bond. Je ne sais pas si je suis clair dans la manière dont je décris les choses. En fait, il y a un vrai film, il y a un arc. Dans le 2, il y en a encore un petit peu, on va dire. Et dans le 3, ils essaient avec le père, en fait, c'est plutôt ça. Mais disons que c'est plus dans le message qui résonne mieux. En fait, le message du premier résonne mieux que juste « Ah, il a perdu son mojo ». Et dans la suite, il a des daddy issues, tu vois, ça c'est moins original. Alors que dans en fait, le premier film se tient tout seul. Ce serait pas une parodie, enfin, ce serait toujours une parodie, mais ça t'enlève le côté humour. Est-ce que la point de vue, les arcs narratifs, tu commences à en parler, ça se tient, enfin. Ouais.
Et mine de rien, je trouve que c'est quelque chose qui est symptomatique des deux. Je ne sais pas si vous comptez parler dans la grande liste des sagas. Je ne sais pas si vous comptez parler de OSS 117. Oui, bien sûr. Du reboot de Michel Hazanavicius, si on peut parler de reboot. Mais je ferais un peu le même reproche à OSS 117-2. C'est-à-dire que le premier, il y a un vrai côté pastiche de film d'espionnage des années 60, là encore. Il y a un vrai travail d'esthétique, mais aussi d'intrigue. Il y a des personnages construits un petit peu pour représenter des archétypes de l'époque. Et il y a un vrai film autour desquels gravitent les gags. Là où le deuxième, c'est vraiment une succession de scénettes qui sont assez vaguement reliées par une intrigue dont finalement on peut se passer, quoi. Et j'ai l'impression que c'est quand on fait des suites de comédies, j'ai l'impression que c'est un truc qui revient souvent. Quand on fait une première comédie, on ressent le besoin de construire une intrigue autour de la comédie. Là où pour un deuxième, on se dit bon bah voilà, l'essentiel c'est que tout le monde rigole avec les personnages qu'on a bien aimés. Je pense que pour la première, tu as besoin de convaincre des studios et des producteurs. Donc, non, mais c'est pas juste un sketch, regardez, j'ai toute une histoire. Et une fois que ça a fait de la thune, c'est genre, bon, vas-y, fais ce que tu veux. Mais de toute manière, on va vendre des tests. Il y a ça aussi Austin dans Power. Le Professeur Folding, il y a aussi sûr. ça dans les Ace Ventura. C'est symptomatique, j'ai l'impression, des comédies. Anchorman, Zoolander, je peux t'en citer, mais vraiment énormément. Wayne's World 2, par exemple, qui est aussi la même chose. Et d'ailleurs, on commençait à en parler, on n'a pas parlé des films SNL, mais c'est vrai qu'il fait partie de cette génération années 90, c'est l'envolée des films SNL. Donc le premier c'est Wayne's World et c'est le plus gros succès. Où justement on se dit par contre Austin Powers n'est pas un film. Oui voilà, exactement. Faut préciser. Donc, c'est pas un film Austin SNL. Powers n'est pas un film SNL, il était déjà parti depuis plusieurs années. Et c'est très malin. Et puis le personnage d'Austin Powers n'est pas né dans le SNL. N'est pas né dans le SNL, et tant mieux pour Mike Myers parce que quand tu fais quelque chose dans SNL, ça appartient à SNL, comme plein de trucs de propriété intellectuelle artistique. Ils font plus de films par contre maintenant. Ils se sont arrêtés parce qu'il y a eu trop de bides. Il y a eu trop de bides. Le dernier, c'était MacGruber qui était génial pourtant. Et c'est vraiment dommage, ils auraient dû, qui était une parodie de MacGyver. Ils ont fait la série MacGruber. Ils ont fait la série aussi, mais donc MacGruber qui est une parodie de MacGyver avec Will Forte, qui est vraiment un truc que personne ne connaît en France. Alors sauf que je ne peux que le recommander, c'est vraiment super drôle. MacGruber, c'est extrêmement drôle. Et d'ailleurs, les films SNL, donc ça a vraiment bien marché dans les années 90-2000, où on sait que le film marche bien quand on fait plus qu'un sketch. Et le problème, c'est que souvent, ça c'est j'ai un trop bon personnage, donc je vais en faire un film, faut que ça tienne sur la distance. Et Wayne's World, c'était le premier, donc c'était genre c'est bon, ils vont tous marcher. Wayne's World, le film se tient en tant que tel. En fait, Blues Brothers, c'est le tout premier film de SNL qu'il y a eu. Après, il y a eu Conheads, qui n'a pas du tout marché, qui était nul. Ensuite, il y en a eu quelques-uns, mais qui sont vraiment passés en dessous du radar. Il y a eu A Night at the Roxbury. J'allais en venir. Celui-là, c'est le pire. C'est un des pires. C'est le pire parce que là, vraiment des très mauvais. Le sketch est trop drôle. Donc pour ceux qui, The Night at the Roxbury, c'est la fameuse scène où on voit les trois dans la voiture qui bougent la tête avec Jim Carrey et sur la fameuse chanson What is Love. Donc tout le sketch, c'est trop drôle pendant 2 minutes. En plus, le sketch, il parle jamais, ou ils font juste des bruits. Donc forcément, en film, ça ne marche pas. Non. Les films SNL, c'est vous de dire, en 92, il a réussi à pas faire un film SNL avec les défauts de SNL, pour au final, une fois que ça marche, on me dirait que Austin Powers 2, c'est un film SNL. Je dirais, ouais. On pourrait y croire que c'est un personnage de sketch. À mon avis, c'est un truc qu'il a en tête depuis longtemps et il a attendu de plus être à SNL pour le faire. Il a attendu de pouvoir piquer l'idée de Docteur d'Enfer à quelqu'un d'autre. Non, et de juste que ça lui appartienne purement les droits, quoi. C'est vrai que j'oublie parfois que tu as loupé les 30 dernières années. Le mur de Berlin n'est plus. Nous avons eu une femme Premier ministre. La fin de l'apartheid. C'est dingue, Grand Hudson était homosexuel. Les femmes tombaient à genoux devant lui. J'en suis cloué là. Non, c'est trop. Il y a un gag visuel que j'adore. Et en plus, ça donne lieu à une scène géniale. C'est la mort du sous-fifre écrasé. Et ensuite, ça mène à où il appelle sa femme pour dire qu'il est mort. Enfin, on voit un gag qui a été coupé de certaines. Qui a été coupé dans la version que j'avais. Que la version que j'avais a été coupée.
Et j'ai été sur Internet, je suis allé sur YouTube pour vérifier, j'ai tapé j'ai tapé Austin Power Dead Guy, et je fais, mais oui, je savais qu'il y avait un truc avec la veuve qui réagissait, et le petit Bobby qui dit, ah, j'irai pas, je sais plus, il y a son fils qui dit un truc, ah, je pourrais pas aller au football cette année, ou un truc dans le genre. Et c'est vraiment la pure scène américaine, mais c'est génial parce que dans les films d'action, dans les films de Bond, on voit toujours des mecs se faire tuer, mais jamais on pense 2 secondes est-ce qu'ils ont une famille. C'est beau. Toi, tu penses. Non, c'est un concept génial. Juste de se dire pendant 2 secondes, on va appeler la famille, quoi. Et ça, c'est super. J'aime beaucoup la manière dont Docteur d'Enfer habille Vanessa et Austin de manière futuriste, ou même la tenue en préservatif du Docteur d'Enfer. Il y a le banc de bar très très féroce aussi. Oui, les requins avec des lasers. Le jeu des requins, on peut plus. L'énervement du Docteur d'Enfer dans cette scène, en mode, j'avais juste une simple exigence d'avoir des requins avec des lasers. Et les femmes bots, les femmes robots. Mais tellement culte. C'est une super bonne idée. D'ailleurs, quand elles sortent leur truc et que Austin dit il fait froid, ça me fait toujours marrer. James Bond ne tiendrait pas 2 minutes. Si franchement tu mettais des robots comme ça dans les films de James Bond, ils tiendraient pas 2 minutes. C'est ça. Alors et après, en plus, elle le croit quand il dit qu'il s'est rien passé et que c'est des femmes robots qui ont voulu exploser. Et je repense à la pub Mikado le tututut sur les boobs, c'est devenu culte. Ça a été repris dans la pub Mikado. Et pour toute personne ayant des boobs qui n'a jamais fait semblant d'avoir des lasers sortant de ses seins, personnellement, pas moi. Moi. J'adore le design qu'elles ont. Elles sont super bien années 60. Ouais. On dirait vraiment qu'elles sortent d'un film des années 60. Non, mais encore une fois, les tenues. Le maquillage, les cheveux, enfin, tu vois, il y a vraiment un travail à ce niveau-là. Et il faut savoir qu'elles sont basées sur les tentatrices du château d'Anthrax dans Sacré Graal des Monty Python. Celle qui essaie de pécho Galahad, je crois, ou un truc comme ça, le chaste. Galahad le chaste. Elle l'emmène dans le château et elles essaient de le charmer comme ça, et jusqu'à ce qu'ils viennent le sauver. Et donc, elles sont basées là-dessus. Ça se voit que Mike Myers a des rêves. Enfin, Monty Python, ça doit faire partie de ses. Ah, bah oui, forcément. Clairement. Ouais, 2 parents anglais. Voilà. Ça, c'est clair. Je te présente l'ennemi juré de ton père, Austin Powers. Et tu l'invites à ta table. Tu peux le tuer, là. Non, Scott, figure-toi que j'ai une meilleure idée. J'aime mieux le placer dans un péril qu'il n'aurait aucun mal à éviter, mais qui devrait l'envoyer à une mort distrayante. Pourquoi tu le descends pas tout de suite? Je vais chercher un flingue, on le descend ensemble, vite fait, bien fait. Paf! Hein? Cool. Un mot de plus et je te consigne 15 jours dans ta chambre. Arrête de me casser les oreilles. Garde de déclencher le mécanisme d'une lenteur inutile et exaspérante pour les balancer dans le bouillon. Fermeture du sas! C'est ton pire ennemi et t'assistes pas à sa mort? Et s'il s'enfuyait? Non. C'est la procédure normale, il est seul, je n'ai aucune raison d'assister à sa mort qui va se dérouler comme prévu, et puis quoi? Et donc, après avoir vaincu le Docteur d'Enfer, Vanessa et Austin deviennent des époux. C'est le truc qu'on voit qu'une seule fois dans un Bond, c'est avec Daniel Craig, au final, où il se marie avec Léa Seydoux. Ah non, qu'est-ce que je raconte? Je dis des conneries. Dans Au service secret de Sa Majesté, il se marie. Ouais, et j'ai vu aucun avec Craig. T'en as pas vu avec Craig? Non, c'était après la bar mitzvah de mon frère, j'ai arrêté les James Bond. Je me suis arrêtée à Pierce Brosnan. Ça revient souvent, cet événement. Tu veux qu'on en parle? Non, mais je suis jalouse parce que c'était lui la star et pas moi. C'est pas grave. Enfin, non, d'ailleurs. T'as pas eu de bat mitzvah? Non, parce que ça sert un peu à rien. Ok. Voilà. Mais non, en vrai, j'avais pris... C'était moi la star de la bar mitzvah de mon frère, vous inquiétez pas. C'est marrant de finir avec Austin et Vanessa qui se mettent en couple et donc ils découvrent la monogamie. Tout ça pour l'annuler au début du film d'après où il est heureux de devenir célibataire. Elle est géniale cette blague. Où il fait ça veut dire que je suis de nouveau célibataire et il tape dans les mains avec la main de sa femme et là il danse à poil dans l'hôtel. Je trouve que c'est une magnifique manière de se débarrasser d'une James Bond girl. Franchement, il devrait faire ça. Sachant qu'en plus, après, il en parle avec Basile Exposition qui dit oui, on savait depuis un moment. Oui, on était au courant, on n'a rien dit. Tellement what the fuck. Alors, c'est vraiment une super bonne idée. Et donc, il utilise l'agrandisseur de sexe à pompe suédois pour se débarrasser du méchant. Et tout est bien qui finit bien. Qu'est-ce que vous avez pensé de ce petit Austin Powers? On va commencer avec toi, Hugo, vu que tu peux partir. Écoute, moi, c'est mon préféré.
de très loin. Encore une fois, j'aime son côté entier, j'aime son côté complet. J'aime le fait qu'il y ait des scènes qui se prennent au sérieux. C'est con, mais un film où il n'y a jamais de pause dans les blagues, c'est un film épuisant. Et je pense que les meilleures comédies, c'est les comédies qui prennent un petit peu leur univers au sérieux, se prennent un petit peu au sérieux pour au moins introduire des enjeux. Parce qu'en fait, quand tout le monde blague en permanence, ce qui peut arriver au personnage, on s'en fiche. Et c'est aussi pour ça que, typiquement, on parle de Austin Powers 2. À un moment, Austin Powers 2 est en danger et Felicity meurt. Pour dire les choses en un mot commençant, il y a une scène où Felicity meurt et tout le monde s'en fout, y compris et surtout le spectateur. Il n'y a pas d'enjeu, à aucun moment on y croit parce que le film a été à flux tendu de blagues tout le long, quoi. Ah, mais ça, c'est comme tu le disais, c'est le problème des suites en comédie. Et en France, on fait pareil. Hein. Toutes les suites de comédie en France, c'est exactement la même chose. On tombe toujours dans le même... C'est genre, on va en faire plus, mais ce qu'ils vont, c'est toujours plus de blagues, plus de blagues, plus de blagues. Alors... Il y a des comédies qui s'en sortent bien. Moi, je maintiens que 22 Jump Street est un chef-d'œuvre à ce niveau-là. Ouais, très bien. Mais La vérité, si je m'en deux aussi est quand même meilleur. Non, le premier. Mais par exemple, il y a encore des vrais enjeux et en fait on retombe sur quelque chose de grounded. Non, dans le 2 c'est plus bon, on laisse José Garcia faire ce qu'il veut et on s'amuse. Oui, mais l'histoire, c'est des choses vraies, surtout de l'époque, de la mondialisation. Mais le premier était quand même très sérieux comparé aux suites. Hein. Le premier était quand même un minimum plus le côté... Écoute, il est temps que tu fasses la saga sur la vérité si je mens, et si tu veux je serai là tous les épisodes. Même pour le prequel tu viendras. Et toi alors J'avais vraiment peur de le revoir parce que est-ce que ça a mal vieilli, est-ce que parfois revoir les choses de ton enfance tu te dis oh non, et en fait les gens qui savent que j'étais en retard il y a quelques jours dans ma tête, j'avais prévu sur mon emploi du temps de le voir en 2 fois parce que j'avais pas le temps, et en fait au final je l'ai vu d'un coup parce que il dure pas longtemps, et une fois que t'es lancé c'est ça, et vraiment c'est drôle. Et justement donc les trucs que j'avais oublié en fait, qu'est-ce qu'est le 1, qu'est-ce qu'est le 2, qu'est-ce qu'est le 3, et en fait ah bah non, en fait, tout ce que tu préfères et le mieux, c'est dans le 1. Il se tient seul. En fait, c'est ça, il se tient seul. C'est un bon film seul, c'est une bonne comédie. Quand en plus tu vois le côté parodie, c'est encore mieux. Après, les suites sont pas forcément mauvaises, hein. Comparé à d'autres suites. Alors, en vrai, franchement, comparé à d'autres suites. Non, mais on trouve toujours pire. La suite du 2 est... Vraiment, non, mais c'est juste, ça manque un peu. Le 2, je trouve que ça passe encore. Hein. Non, mais oui. Mais même, par exemple, il y a des trucs... Et puis, qu'est-ce que c'est que... Mini-moi, même si c'était gênant sur plein de points, ça reste hyper drôle et une hyper bonne idée. Non, mais puis revenir dans les années 60, c'est un bon concept. Dans le 2, il y a quand même plus une histoire, alors que dans le 3, là, c'est vraiment... ils partent dans des délires où ils essaient de lier les personnages entre eux. J'ai aucun souvenir du 3, à part... Et encore même Beyoncé, parce qu'en plus, à l'époque, c'était Beyoncé, mais c'était pas encore Beyoncé. Et c'est trop drôle. J'avais pas vu en français, donc quand j'ai vu ta vidéo... où je vois qu'elle est doublée par Monica, mon cerveau, il a un peu vrillé. Mais moi, un des trucs qui me gêne avec les 2 et 3, c'est notamment la transformation du Docteur d'Enfer. Dans le premier, c'est un vrai méchant de James Bond, avec son côté monocorde, avec son chat, avec son côté diabolique qui tient à ses requins avec des lasers et voilà, il tourne sur son siège. Dans les suites, il rappe. Et voilà, dans le 2 et le 3, il rappe, il danse, il fait des blagues, il se balade, il fait le foufou. Et moi, en fait, ce qui m'énerve dans le 2 et le 3, c'est qu'on brouille la frontière entre Austin et Mike Myers, entre Austin et Docteur d'Enfer. On a beaucoup parlé de la performance que c'était de faire à ce point 2 personnages différents, de les interpréter les 2. Moi, je trouve que cette performance, elle se perd un peu dans le 2 et dans le 3, où finalement, Austin et le Docteur d'Enfer sont tout aussi loufoques l'un que l'autre. Là où dans le premier, le Docteur d'Enfer, malgré quelques bonnes répliques, était d'un premier degré glaçant, quoi. Enfin, glaçant. J'en fais des caisses, mais voilà. C'était un méchant où il avait des trucs drôles malgré lui aussi. Il est moins loufoque. En fait, je trouve que c'est peut-être Mike Myers qui est comme ça, mais il a tendance à tout faire passer à 11, quoi. Il a tendance à essayer de...
quand il s'est dit ça a marché, donc je vais en faire ça, mais en 3 fois Ouais, plus. Quoi. Et puis, il y a une fois même que ça les a marché... Même les Shrek, c'est comme ça. Hein. Mais c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est une fois que ça a marché, il n'y a plus personne pour... Enfin, c'est aussi parfois ça, le problème des gens entourés que de gens qui disent « Bon, bah, t'es un génie, c'est génial, ça a marché, fais ce que tu veux. » Bah, le problème, c'est juste ramener un tout petit... mais genre un demi-chouille de réalité là-dedans, et c'était bon. Et ça me fait penser, quand tu parlais des différences entre le méchant et le gentil, dans l'article que je lisais sur Dina Appel, donc la costume designer, elle parlait de son travail aussi pour les différencier. Évidemment, vachement de couleurs, etc. pour Austin, et que des tons très... le gris, le bleu, enfin glacial. Tout a été réfléchi pour qu'ils soient les opposés. Donc quand d'un coup, il se met à rapper avec un bandana, enfin, ça va plus. Oui, il va ça ailleurs. En marche fait, il va dans une prison qui est colorée. Donc enfin, ça n'a plus de sens. Faut qu'il reste dans son ton de méchant. En fait, on veut le voir c'est un méchant. Ouais, en dans fait. Sa tour de méchant. Non, mais ça, en fait, on a mis le doigt dessus. Hein. Je pense que c'est un problème de suite, de comédie. Je veux dire, je suis sûr que si je regardais les Tuches 1 et les Tuches 4, il doit y avoir une énorme différence. À un moment, il doit y avoir un truc, quoi. Je ne les ai jamais vus, les Tuches, en l'occurrence. J'ai jamais vu aussi, mais il me semble que, de ce qu'on m'a dit, le premier a un message social, même si camouflé derrière beaucoup de comédies, sur la bourgeoisie, la richesse, et comment il y a tout un capital culturel que l'argent ne peut pas acheter. Non, mais c'est ça, en fait. Il n'y a aucune suite de films de comédie qui, je pense, à part, tu le disais, 22 Jump Street, qui peut-être, mais le premier, je pense que c'est aussi bien que le premier, tu vois, c'est rare. Hein. C'est déjà très rare, quoi, tu vois. Ça m'a donné une scène magnifique où il y a Ice Cube, qui a d'ailleurs un bureau qui est en forme de Ice Cube, de glaçon, parce que l'autre se tape sa fille, et donc ça fait partie des meilleures scènes que j'ai vues dans des comédies, par exemple. Mais c'est alors vrai que étonnamment, j'avais lu, je sais plus, Mike Myers, il a gagné plein de thunes, évidemment, avec les Austin Powers, mais il en a perdu beaucoup, parce qu'en fait, il avait signé pour plusieurs films, et dont un film tiré aussi d'un sketch, mais je ne sais plus lequel, le nom m'échappe. Mais en gros, il n'a jamais rendu de script, et je crois que c'est Sprockets, si je me trompe pas. C'est le truc dont je parlais tout à l'heure. Et du coup, en fait, il a dit, je préfère payer 20 millions que mentir, enfin un truc plutôt courageux en disant... Plutôt que de faire un film que j'ai pas envie de faire, je préfère j'ai pas d'idée, j'ai pas de scénario, donc tant pis, je m'endette. Enfin, je m'endette, si. Bon, ça va, il a bien rebondi avec Shrek. Ouais, c'est ça. Mais donc, ce qui prouve quand même qu'il tient... Enfin, et c'est pour ça il a une intégrité. Il a une intégrité. Les 2 et 3 sont moins bons que le 1, mais en même temps, le 1 est excellent. Donc après, les 2 et 3, ils sont plutôt sympas. Eh bien, moi, Austin Powers, j'ai trouvé ça aussi excellent et nickédélique que la première fois que je l'ai vu. C'est une de mes comédies préférées, avec Wayne's World aussi, au passage. Là, c'était sympa parce que je crois que c'était peut-être une des toutes premières fois, je crois, que je passais vraiment à la VO. Donc, c'est toujours marrant de découvrir comme ça, une fois que tu as appris un langage, tu vois, de découvrir un petit peu quelles sont les blagues d'origine. Et au final, je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas trop de blagues qui ont été changées, il n'y a pas trop de trucs qui ont été adaptés à la française, tu vois, ou genre... je sais pas, ils vont faire une référence à la ville de Nancy sans raison. Des fois, c'est comme ça, les films. Des fois, les adaptations, tu sais pas pourquoi. Oui. Mais parce que, en même temps, traduction et adaptation, c'est 2 métiers. Et du coup, quand c'est bien adapté, vaut mieux ça que... On dit souvent, la VF, la VO, ceci, cela, mais c'est d'abord un travail d'adaptation avant tout. Hein. C'est pas juste des voix, quoi. D'où, tu vois, et c'est aussi dans ta vidéo, c'est bizarre que le Lucky Charm... Ils auraient dû complètement partir sur autre chose. Enfin, ils faisaient un truc Royal Canin. Enfin, je sais pas, une autre pub connue en France. Oui, mais c'était il faut qu'il soit irlandais. Il faut qu'il soit irlandais. L'univers irlandais, c'est ça. C'était compliqué. C'est ça le problème. C'était compliqué. Donc, nous, on n'a pas de référence aux Irlandais au final dans la culture française. C'est pas un truc qui est aussi présent qu'aux États-Unis ou en Angleterre. Les Irlandais, c'est très très présent là-bas. Ils mangent des patates. Ils sont habillés en vert. Voilà.
Merci beaucoup à vous deux d'être venus. Merci à toi. Eh ben, je vous en prie. Allez sur Mr. Fox sur YouTube et Shut Up Mom. Shut Up Mom, tous les samedis à 21h, la Comédie des Trois Bornes à Paris dans le 11e. Et on fait un spectacle improvisé à partir des textos de ta mère. Donc vous voyez les textos gênants, les textos qu'on n'a pas compris. Nous, on en fait un spectacle et comme ça, on est mieux qu'une thérapie finalement. Merci beaucoup à vous deux. Merci. Par où commencer Mon père fut le plus élégant des propriétaires de boulangeries d'Amsterdam. Il était atteint de narcolepsie et d'un penchant pour la pédophilie. Ma mère était une petite prostituée française âgée de 15 ans qui se prénommait Chloé malgré ses pieds palmés. Mon père la trompait, il buvait. Il avait des prétentions grotesques comme celle d'avoir inventé les Suisses allemands. On l'a parfois même entendu accuser les châtaigniers d'être paresseux. Le genre d'inadaptation qui trahit aussi bien le génie que la démence. Mon enfance a été très normale. Le mois d'août à Rangoon, les courses de luge. Et en mai, on fabriquait des masques de béton. S'il m'arrivait d'être insolent, j'étais enfermé dans un sac en peau de lapin et battu avec des verges, banal en somme. Hein. À l'âge de 12 ans, j'ai reçu mon premier scribe. Pour mes 14 ans, un sectateur de Zoroastre nommé Villemot me rasa rituellement les testicules. Je ne connais rien d'aussi extraordinaire que la tonsure du scrotum. Fabuleux, un conseil, vous devriez essayer. Un grand merci à vous, les auditeurs. Merci beaucoup, vous êtes de plus en plus nombreux. Et la preuve, vous allez voir, là, je vais avoir beaucoup de gens à remercier. Vraiment beaucoup. Vous êtes de plus en plus nombreux, ça fait vraiment plaisir. Et j'ai vu que, ouais, il y a des bonnes notes partout. Et voilà, j'ai cru comprendre que les épisodes sur le Seigneur des Anneaux vous avaient plu, donc ça me fait plaisir, parce que j'ai bossé dessus. Et c'est cool d'avoir des bons retours de votre part. J'avais encore plein de trucs à dire sur Austin Powers, mais hélas, Hugo devait partir de dernière minute et donc on a dû être obligé de faire un épisode un peu plus court et c'est dommage, donc j'espère que je vais me souvenir de dire tous les trucs que j'ai à dire dans les suites, parce que j'ai encore plein de trucs à dire. J'ai pas trop pu parler étant donné que c'était pas forcément des fans de Bond avec moi, j'ai pas trop pu parler de tout ça, donc la semaine prochaine on va un peu plus parler de Bond. Je voulais remercier les plus grands contributeurs du Patreon qui sont énormément en ce moment. Donc merci à Lizzie Chagwell, Ced Exposition, Aurélien O'Toole, Océane Rider, Yann Onatop, Louis Cléopatra, Claire Ryder, Renato Suzuki, Romain Farbicina, Vincent Goldmember, Alexis Bonbez, Dylan M, Michel Blofeld, Monsieur Obi Connery, Pierre Brosnan, Dr Selim d'Enfer, Seb Largo, Damien Moore, Aurel Q, Rémi Dalton, Barès Silva, Loba de Fagin, Franck Le Chiffre, Julien Craig, Nicolas Kleb, Béa Monet-Penny, Luna Drax, Mehdi Scaramanga, Barbara Requin, Alex Lind, Jérém Gallor, Sarah Romanova, Pascal Ojob et bien sûr Gérard Danger Powers. Ouh, ça fait du monde. Je sais pas comment je vais faire, un de ces quatre, je vais être à court de noms marrants. Bon là, en l'occurrence, avec le sujet de James Bond et Austin Powers, il y a pas mal de noms, donc j'ai réussi à faire quelque chose, mais sinon, ouais, ça va être chaud pour certaines sagas, je sais pas comment je vais faire. Si vous voulez les rejoindre, c'est sur patreon.com/plan-séquence. Il y a plein d'épisodes bonus, comme là, cette semaine, j'ai sorti un épisode sur Wayne's World, donc avec Punky, l'ami Punky de le YouTuber. Et donc, ouais, Wayne's World, c'était super sympa de me repencher dessus, parce que c'est un film que j'adore, et comme ça permet un petit peu de compléter cette phase Austin Powers. Je vais aussi faire un épisode de mon podcast perso sur le Saturday Night Live, où je vais raconter un petit peu l'histoire de Saturday Night Live, ce que c'est le Saturday Night Live et ce qui le différencie du reste et pourquoi sa longévité et ce genre de choses. Donc voilà, c'est sur patreon.com/plan-séquence. Vous pouvez aussi nous suivre sur Twitter @lasagapod. Et si vous voulez aider sans donner de l'argent, n'hésitez pas à donner 5 étoiles sur Spotify ou sur Apple Podcast. Ça fait vraiment plaisir et ça aide pour l'algorithme. Il faut le nourrir, l'algorithme, c'est important. La semaine prochaine, je vous parlerai d'Austin Powers, l'espion qui m'a tiré, en compagnie de Bondsplaining, c'est-à-dire qu'il y aura Laurent Doucet et Vesper qui seront là pour parler d'Austin Powers 2. À la semaine prochaine tout le monde, salut!